Et un truc qui a été très intéressant pour moi ces dernières années en m'observant moi-même dans mes réactions, dans l'évolution de mes ressentis, dans mon rapport à mon corps, c'est ce qui peut arriver souvent, hein, c'est de regarder des photos de moi à des moments où aujourd'hui je dis ah bah là c'était idéal physique ou machin, qui n'était pas forcément idéal mental au niveau santé mentale, mais qui au niveau activité sportive, moi c'était des périodes où je me régalais, etc. etc. Et ben aujourd'hui je dis ah bah mon Dieu, dis donc, j'avais pas à me plaindre, c'était super, etc. Et puis en fait je me replonge dans les moments où ces photos ont été prises, et puis en fait j'avais toujours quelque chose à redire. Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as le cerveau bien branché car aujourd'hui ça va envoyer du lourd. Si je te dis que tu vas, grâce à un outil, te voir tel que tu es profondément pour ne plus lutter contre ta nature profonde, identifier tes forces, tes talents et potentiels pour en faire des clés de ta réussite, comprendre certains traits de ta personnalité pour mieux t'aimer et arrêter de t'adapter, te reconnecter à ton intuition, celle dont je parle tant souvent, et débrancher ton cerveau et enfin te faire confiance, et j'en passe. À quoi penses-tu ? Mélissa est une jeune femme qui a plusieurs vies dans une vie, une belle fleur qui a vécu plusieurs saisons, parfois plus agréables que d'autres, jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qui la nourrit vraiment. Ce jour a marqué son éclosion. L'éclosion d'une passion pour tout ce qui constitue le soi profond. Elle a appris et lu au sujet de diverses approches qui l'ont amenée à ce fameux outil qui a résonné plus que les autres en elle. Et cet outil, c'est le Human Design. C'est de cet outil que Mélissa va nous parler. Mais pas que. Au programme de cet épisode, tu découvriras l'éclosion de Mélissa et de son cheminement intérieur. Tu découvriras ce qu'est le Human Design et surtout comment tu peux t'en servir pour continuer à te découvrir jour après jour, t'assumer, assumer qui tu es, assumer ton mode de fonctionnement et arrêter de passer ton temps à t'adapter. T'adapter à ce que dit la société, t'adapter aux injonctions de l'inconscient collectif ou encore même à tes propres discours destructeurs. Mais juste avant, comme tu le sais, j'aime mettre l'une d'entre vous à l'honneur. Toi qui as peut-être pris le temps de me partager un commentaire ou me faire part d'une de tes réflexions à la suite de l'écoute d'un épisode. Alors, le voici, le voilà, l'instant dédicace. Place à Isilra Lunae qui m'a laissé son petit mot sur mon site internet au sujet de mon livre Plus jamais malade. Parfait, très complet, très pratique, très juste et fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ce livre nous apprend énormément et pour les futurs naturopathes, il est d'une grande aide au quotidien et nous permet de mieux cibler les choses à connaître de nos cours. Il peut très bien faire office de révision. Je le recommande vivement à toute personne souhaitant améliorer sa vitalité et prendre en main sa santé au naturel. Eh bien, merci énormément Isilra Lunae d'avoir pris le temps de me partager ton avis sur mon livre.
Je dois avouer que je ne m'habituerai jamais assez à vous lire. C'est très satisfaisant forcément, mais surtout je suis contente de voir que ce que j'ai dans la tête, que ce soit les idées de sujets d'épisodes de podcast, les personnes que j'invite sur le podcast ou encore tous les projets qui courent dans ma tête vous sont utiles. C'est pour ça que je les mène et c'est parce qu'il me nourrit également énormément. Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast ou iTunes, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je vous laisse rejoindre ma longue et passionnante conversation avec Mélissa. Belle écoute! Bonjour Mélissa. Alors j'aime bien démarrer mes épisodes à deux voix par une question cruciale et du coup je te coupe, je t'ai pas laissé parler parce que justement je ne voulais pas rentrer dans le comment ça va de l'habituel. Mais du coup, ma question cruciale, qui est trop souvent bâclée, c'est justement, mais comment tu vas? Mais vraiment avec toute transparence, là, à l'instant T, vraiment, comment vas-tu? Dans quelle énergie tu es? Qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi tout. Bonjour Alexandra. Alors, c'est une excellente question et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, elle est souvent bâclée. Comment je vais? Eh bien, écoute, avec des hauts et des bas. C'est pas une rentrée excellente parce que j'ai pas eu l'été que je pensais avoir. Donc j'avais besoin de beaucoup me ressourcer et puis il y a eu des soucis de santé dans ma famille. Donc j'ai pas du tout eu un été, tu sais, je voyais le truc hyper reposant, hyper régénérant, où j'allais revenir bien reposée à la rentrée en ayant pris le temps de poser un petit peu tout sur ce que je voulais faire même pour mon boulot et tout. Et ça n'a pas du tout été le cas. Donc, c'est vraiment un moment d'exercice de lâcher prise, de lâcher le contrôle sur la façon dont on pense que les événements vont se dérouler. Et ce qui est quand même le cas aussi de l'exercice grandeur nature dans le collectif qu'on a depuis 1 an et demi. Donc voilà, donc je commence à aller mieux parce que les événements s'éloignent un peu. Je commence à me ressourcer un petit peu maintenant. Mais du coup, voilà, je suis un peu dans une espèce de d'essoreuse entre le lâcher prise forcé, contraint et en voir un peu quand même le bénéfice et une espèce de tension parce que je suis quelqu'un de très contrôlant et du coup quand les choses se passent pas comme j'avais prévu, c'est pas facile. Donc là, ces jours-ci, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu non mais il faudrait que je sois là, oui mais en même temps il faut que tu te reposes. Ouais, Voilà. je comprends un peu ce côté contrôle et c'est compliqué de lâcher prise et en fait c'est beaucoup, on rencontre beaucoup de personnes comme ça et c'est simple de dire lâcher prise mais c'est vraiment pas simple de le mettre en application. Moi j'ai beau le rabâcher à toutes mes clientes, moi je dois aussi le mettre en application sur moi et encore à l'instant T là comme je te le disais en off, je suis en plein changement, je suis sur un chantier, là j'enregistre le podcast, je suis sur une caisse qui est elle-même sur un carton avec mon conjoint qui fait des travaux et en même temps il faut que je continue, je me dis voilà j'ai quand même un planning à respecter, mon activité etc. donc c'est pas simple et il y a ce besoin de contrôle aussi de faire beaucoup de choses pour son bien-être et des fois on va en parler par la suite de l'épisode mais le fait de vouloir des fois trop bien faire en fait c'est pire que mieux. Donc, c'est pas simple du tout. Et en plus, en ce moment, alors, je ne sais pas, pour être honnête, à l'heure actuelle, à quelle date précise je vais publier le podcast, l'épisode qu'on enregistre. Mais là, en ce moment, c'est la rentrée. Donc, on entend beaucoup de messages sur les morning routines, les night routines, la productivité, etc. Et j'ai l'impression que ça crée aussi un petit peu d'angoisse. Moi, j'ai fait une story sur Instagram, un sondage pour demander un peu comment allaient les personnes qui me suivaient, ma communauté. Et en fait, 90% ont répondu qu'elles se sentaient vraiment désemparées et finalement plus fatiguées que ressourcées, alors qu'on est vraiment pendant la rentrée, quoi. On est à l'issue des vacances. Donc, c'est assez alarmant, je trouve. Alors, effectivement, toi, tu disais qu'en plus, tu as eu un été très particulier qui n'était pas forcément aussi ressourçant que tu le pensais. Mais derrière, on rajoute cette pression de la rentrée. Je ne sais pas comment toi tu vis cette notion de rentrée, de ultra-productivité, mais ce n'est pas toujours simple non plus.
Non, moi, je le vis pas très bien. Alors moi, les injonctions, de toute façon, je les vis pas, je les vis pas très bien. Mais c'est vrai, tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser. Je trouve qu'en fait, sous couvert de prendre plus soin des gens, c'est vrai que maintenant, quand on regarde bon, dans notre petit microcosme, je pense que toi, ça doit être pareil, quand on regarde un peu les comptes qu'on suit sur Instagram, etc., ce côté très filtré, en fait, hein, des entrepreneurs du bien-être ou ce genre de choses-là. Euh, et ben, en fait, on s'aperçoit que à vouloir un peu calmer tout ça, tu sais, à se présenter en non, mais il n'y a pas d'injonction, prends soin de toi, etc. Bah, finalement, il y a quand même cette nouvelle injonction, tu vois, ça me vient en te le disant, de ressource-toi bien, ressource-toi fort pour repartir à la rentrée, toujours Mm. parce qu'on est quand même, bon, ben voilà, hein, dans un monde capitaliste, donc il y a un moment, on va pas quand même te dire de t'arrêter complètement. Mais je trouve que cette injonction, elle a développé aussi quelque chose. Maintenant, il y a une injonction sur le bien-être, il y a une injonction sur prendre soin de soi, il y a une injonction sur le ressourcement. Alors, on est passé d'une hyper-productivité, bon, et encore une fois, attention, je me modère, ce qu'on évoque toutes les deux, je ne suis pas sûre que ce soit représentatif du quotidien de la majorité des gens et tout. Je Ouais. parle vraiment de nous, ce qu'on voit un petit peu dans ce côté spirituel slash wellness, etc. Mm. Mais ce côté, voilà, maintenant, il faut tout bien faire, même son repos. Tu vois. Ouais. Ouais. Et pour Exactement. les perfectionnistes, ou pour les gens qui sont quand même assez sensibles comme ça sur ce côté injonction, vouloir bien faire, etc., bah, il y a une nouvelle guidance, quoi. C'est repose-toi bien, Mm. ressource-toi bien, coupe, alors, digital detox, etc., etc. Il faut Mm. tout bien cocher les cases à nouveau, en fait. Et on Mm. retrouve encore presque le même schéma, mais Ouais. transposé au bien-être. Ouais, Je sais pas je ce suis que tu en d'accord. penses. Et ça, je le sens énormément à ces moments de rentrée, janvier, tu vois, toutes Ouais, ces choses-là. Et moi, tout à fait. ça m'affecte personnellement et ça m'affecte aussi d'un point de vue extérieur, d'un regard professionnel et tout, parce que je suis persuadée que ça a un impact sur le niveau de stress des gens. Mm. Non, je suis d'accord. Je pense que ça impacte beaucoup les personnes qu'on peut accompagner et qui nous suivent sur les réseaux. Et puis, ça nous impacte, nous, en tant que professionnels du domaine du bien-être, à vouloir être aussi parfait pour donner l'exemple, en fait. Moi, je Oui. sais que des fois, je sens que j'ai des cernes jusqu'aux pommettes, je ne mange pas comme il faut, etc. Parce que, ben, à l'instant T, je ne peux pas faire autrement, comme tout le monde, mais j'en culpabilise. J'en culpabilise et je m'auto-flagelle encore plus. Donc, je pense qu'il y a les deux parties aussi. Voilà, c'est pas facile. Et je pense qu'en fait, peut-être que la solution, sans tomber dans une nouvelle injonction, c'est que, en fait, ce serait d'arrêter de vouloir cocher toutes les cases, en fait. C'est juste de venir Oui. picorer et de réussir à s'adapter sans culpabiliser. Alors voilà, je pense que c'est un peu la ligne directrice, encore une fois, c'est très compliqué de l'appliquer parce que je pense on a tendance tous et toutes à vouloir tout bien faire, en fait. Mm. Très intéressant cette notion voilà, de cocher les cases qui vont résonner. Et puis on en parlera plus en détail quand on parlera un peu du human design, mais c'est quand même la ligne directrice. Enfin, pour moi, alors j'aime pas trop ce terme, mais pour moi, ça devrait être quand même la seule injonction, si c'était ce qu'on voulait transposer, s'écouter, ne prendre uniquement que ce qui résonne. Et ça devrait être le cas pour tout. Et on en parlera, mais cette notion d'homogénéisation, tu vois, ça revient à ça. On donne les mêmes injonctions à tout le monde, les mêmes conseils à tout le monde, une rentrée réussie, etc. Et maintenant, on saupoudre un peu de spiritualité et de bien-être là-dessus en disant non, non, mais écoutez-vous. Ouais, mais en même temps, sur Instagram, il y a quand même 10 000 personnes qui s'excitent. New project pour la rentrée, et, Mhm. on ne peut pas nier le fait que ça met une forme de pression aussi. Hein. Ouais, absolument. Enfin, bon, du coup, on est vite rentré dans un sujet philosophique, mais je pense qu'il résonnera auprès de beaucoup de personnes. En tout cas, pour revenir vraiment à nos moutons, en tout cas, je suis vraiment très, très ravie de t'accueillir sur le podcast. Je pense que notre introduction donne de la couleur et moi, ça me donne encore plus envie de continuer notre conversation. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de manière aussi spontanée et enthousiaste d'ailleurs. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble que je t'avais demandé éventuellement de choisir un objet qui te représente le plus. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quel est l'objet que tu as choisi et pour quelle raison? Alors, j'ai un peu réfléchi, mais bon, il y a un moment, il fallait arrêter de tourner autour du pot et se rendre à l'évidence. Euh, je me suis visualisée en fait en me disant si on demandait à mes amis, à mon compagnon, etc., qu'est-ce qu'ils diraient en fait, surtout aussi. Et ça a confirmé, c'est mon téléphone. D'abord,
parce que malheureusement, j'ai un rapport à mon téléphone qui est pas hyper sain. Donc, je suis énormément sur mon téléphone. Alors, j'en ai conscience, hein, je suis absolument pas dans le déni. Mais c'est vrai que chaque semaine, je prends la résolution de diminuer mon utilisation. Et pour l'instant, ça a pas eu un effet fou. Mais aussi parce qu'en fait, en creusant, tu vois, en y réfléchissant un peu, en allant plus loin, il me représente aussi dans pas mal de points. Parce que c'est un accès à l'information extrême, quasi illimité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon fonctionnement. Quelqu'un qui a énormément besoin d'infos, de connaissances, de savoir. Et puis, il y a aussi le côté de la dualité. Tu vois, par exemple, je pense aux réseaux sociaux dont on parlait là, qui montrent à la fois, enfin, qui donnent le potentiel de montrer ce que l'humain a de meilleur, mais aussi ce qu'il y a de pire. Quand on commence à être un petit peu trop sur les réseaux ou à voir des choses sortir, on se dit quand même c'est incroyable, cette dualité. Et moi, je me retrouve vachement là-dedans, en fait. Je suis quelqu'un de très duel, j'ai des humeurs assez instables. Bon, ça fait partie de mon design, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup rassurée en découvrant mon design, mais je suis quelqu'un qui a vraiment des sauts d'humeur. Je peux être la plus angélique, la plus colérique. Alors, on est tous dans cette dualité, mais moi, je me retrouve vraiment là-dedans. Le côté mature et en même temps très enfant, le côté spirituel et parfois tellement au ras des pâquerettes de la matière. Le côté, tu vois, énergie féminine que moi, je dois cultiver avec beaucoup d'accès plus facile de mon côté à l'énergie dite masculine. Enfin, voilà, donc ça m'a pas mal inspiré. Donc, merci pour cette question. Et puis, voilà, d'avoir un peu creusé mon utilisation du téléphone en allant plus loin que c'est pas bien, je suis une mauvaise fille, je suis hyper addict à mon téléphone. Ça me parle beaucoup, ça. C'est vrai que il faut admettre les choses à un bout d'un moment, donc sans forcément se flageller, voilà, c'est comme ça. Et puis d'en prendre conscience, au moins derrière, ça peut faciliter d'éventuels changements si on veut, si on pense que ça a un impact négatif, en tout cas sur notre santé et sur notre vie. Si aujourd'hui, toi, ça ne t'impacte pas plus que ça, voilà, pourquoi forcément une injonction supplémentaire à se dire il faut absolument couper son téléphone. Je pense que le téléphone aujourd'hui, c'est effectivement un outil aussi angélique que démoniaque, disons. Bon, moi, pour le coup, ça m'affecte, donc c'est vraiment un objectif. Ouais. C'est vraiment un objectif, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas non plus le cas, tout le monde faut vivre avec son temps et on est tous d'une certaine manière parce qu'on a développé cette dépendance, parce que aussi dans notre vie de tous les jours on en a besoin. Et puis bon, on n'a pas besoin d'être trop forcé pour aller plus loin. Mais voilà, non mais c'est bien. Et puis je te rejoins, de toute façon, on ne peut pas changer les choses qu'on ne voit pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Donc, dès qu'on a pris conscience de quelque chose, c'est déjà un immense pas. Souvent c'est le plus dur parce que c'est là que tu commences à te flageller. Mais je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Alors qu'en fait, il faut vraiment le savourer. Parce que cette prise de conscience et cette observation, sans ça, il ne peut pas y avoir de début de travail, d'amélioration vers quelque chose de plus sain et tout, parce que si on ne voit pas, on ne voit pas. Absolument. Alors, dans ce podcast, j'ai l'habitude de partager le micro avec des femmes, et souvent des femmes qui ont changé leur vie, de parcours professionnel, ou qui en ont en tout cas le désir. Et donc, sauf si je me trompe, je pense que tu as déjà eu plusieurs métiers, plusieurs vies dans une seule vie, on va dire. Oui. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, Mélissa, et quel est ton parcours depuis ton enfance et ton histoire jusqu'à ce jour? Alors, Mélissa, j'espère que c'est plus que mon parcours, mais c'est pas, la définition est en constante mutation. Donc, c'est vrai que parler de son parcours, c'est toujours plus confortable. Moi, je suis née en région parisienne, mais j'ai grandi dans le sud de la France, à Marseille. Donc, j'y étais depuis l'âge de 2 ans jusqu'à le début de mes études, vers 18-19 ans. Euh, et j'ai toujours aimé j'ai toujours une forme d'attrait, en fait, depuis très jeune vers tout ce qui était voyance, astrologie, paranormal, etc. Avec une fascination pour tout ça. Mais bon, j'ai d'abord eu un parcours vraiment beaucoup plus classique que ce que je fais aujourd'hui déjà en termes de job. Mais c'est vrai, j'ai eu un parcours professionnel très varié, plein de rebondissements. Alors d'abord, j'étais très bonne élève, donc j'ai eu un parcours d'abord très très classique dans les clous. J'ai fait une école de commerce et puis je rêvais de travailler dans la mode, le luxe, les paillettes, etc. C'était vraiment un objectif pour moi après mon école. Donc j'ai étudié à l'étranger et puis j'ai d'abord démarré voilà, en tant que salariée. J'étais attachée de presse dans la mode à Paris. Et puis, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis ensuite, ça, j'ai compris que ça ne me correspondait plus.
une porte s'est fermée en fait, parce que moi je pense que je ne sais pas combien de temps je serais restée si cette porte ne s'était pas fermée, mais une porte s'est fermée devant moi. Alors une fois le choc passé, j'ai quand même réussi, même si j'étais beaucoup moins attachée aux signes de l'univers, etc., que maintenant, j'ai quand même réussi à interpréter ça comme bon, ok, maintenant on s'arrête là, parce qu'en fait c'était sur le papier que ça te plaisait, mais dans la vie réelle, en fait, dans le ressenti, ça ne marchait pas. Et depuis, en fait, j'ai toujours été indépendante. Donc après ça, j'ai collaboré à l'ouverture d'un bar à cocktail-restaurant, toujours sur Paris, pendant quelques années. Puis ensuite, je suis retournée à l'école parce que je m'étais mise au sport avec beaucoup d'intensité. J'adorais ça. Et puis, je me suis dit, ah bah, c'est super, je vais aller coacher des gens. Donc, je suis devenue coach sportif. J'ai fait ça aussi pendant 2-3 ans. Et puis finalement, bah, voilà, maintenant, je suis praticienne en Human Design depuis quelques années. Et d'ailleurs, le Human Design, en fait, a apporté énormément de sens à ce parcours parce que changer de voie aussi souvent, c'est pas toujours très confortable. Et d'ailleurs, bon, ça a bien évolué ces dernières années quand j'y pense, mais c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, cette facilité à les slashers, les coachs partout pour prendre en main sa carrière, etc., et accepter ce côté un peu multifacette. Rien qu'à 10 ans, je ne suis pas très vieille, hein, mais rien qu'à 10 ans, quand moi je l'ai fait, fermer la porte du salariat, du confort, entre guillemets, d'une voie plus sécurisante, ça se faisait déjà, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mmh. Et donc, c'est vrai que comprendre mon fonctionnement intrinsèque, c'est vrai que ça a fait cliquer quand même beaucoup de choses pour donner du sens à tout ça. Et puis bon, je pense que la maturité aussi, 10 ans plus tard, aurait fait son travail quoi qu'il arrive, hein, d'être capable de relativiser chaque élément de vie comme une pièce d'un puzzle qui prend son sens plus tard. Mais voilà. Et aujourd'hui, bah, voilà, je vis à Paris avec mon chéri. Et on commence à envisager de quitter Paris, justement. Donc là, on est en plein milieu de ce stade de réflexion un peu stimulante, plein de possibilités, où, quand, comment. Ouais, c'est un peu ouvert. Et c'est toujours hyper intéressant, d'ailleurs, de constater soi-même son évolution, parce que moi, j'ai été pendant 11 ans une Parisienne choisie. Et il y a toujours un côté, tu sais, quand mon chéri, par exemple, c'est sa ville. Et lui, toujours, je me suis jamais posé trop la question. Tu vois, je suis à Paris, bon, bah voilà. Quand tu as quitté ta ville pour choisir une autre, tu as toujours un espèce de côté, c'est ton choix. Chaque jour, tu choisis à nouveau, tu vois. Et pendant 11 ans, jamais je ne partirai, jamais je partirai. Et puis là, je me regarde moi-même avec un côté un peu sorti de corps, tu sais, mais enfin, c'est fou, j'aurais jamais cru vouloir partir. Et là, voilà, alors on ne sait pas du tout quand ni comment. Il n'y a pas de délai particulier, mais voilà, la graine est semée. Et c'est très intéressant, voilà, d'être dans cette période de vie-là, un peu en mouvance. C'est intéressant d'en savoir un peu plus ton parcours et les différentes. Moi, j'aime bien dire que la vie, c'est pas une ligne droite, c'est pas une autoroute, c'est une randonnée avec plusieurs montagnes qu'on gravit, qu'on descend. Et pour voir la prochaine, il faut être au sommet de la précédente. C'est une belle image. Ouais, mais j'aime bien dire ça parce que mais ça me parle. Ouais, parce que déjà, moi j'adore la rando, j'adore la nature, donc du coup ça me parle vraiment. Et je trouve que ça visualise vraiment la complexité et en même temps le côté très passionnant de la vie et de se dire que tout n'est pas tracé en fait. Et que tout aussi n'est pas fichu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent de manière très fataliste, oui, mais alors du coup, je voulais faire ça quand j'étais jeune, mais bon, c'est trop tard maintenant. J'étais une bonne élève, donc moi je prends mon exemple, hein, j'étais aussi une bonne élève, je voulais être professeure de danse à la base et je voulais être danseuse professionnelle et finalement j'ai pas choisi cette voie-là parce qu'à l'instant T c'était d'autres choses qui se sont ouvertes à moi et moi-même j'ai fermé la porte à d'autres choses. Et pour autant, ma vie a aussi beaucoup évolué. Alors, je ne suis toujours pas devenue danseuse professionnelle. Par contre, j'ai fait des choses finalement qui s'en rapprochent. Et j'ai découvert d'autres facettes. Et je pense que de se dire qu'effectivement, la vie est une multitude de montagnes, eh bien, c'est de se laisser aussi l'opportunité de continuer à se découvrir de jour en jour. Et de se dire qu'on n'a jamais fini de se découvrir aussi. Et donc, on a plein de ressources en nous qui n'attendent qu'à être développées et découvertes. Et je pense que ça permet aussi de moins avoir ce côté fataliste de la vie, en fait, et de se dire, ma vie est toute tracée, point barre, et je ne me pose pas de questions. Et si je suis malheureuse, je serai malheureuse toute ma vie, quoi. Et je pense que ce n'est pas comme ça, la vie. Et il y a un côté aussi très acteur, parce que finalement, en randonnée, quand on n'avance pas, on n'avance pas, quoi. C'est nos jambes qui nous font avancer. Donc, c'est aussi le côté très prise en main de sa vie
Et donc, ça me parle beaucoup ton parcours. Et j'aime bien aussi le côté, tu as dit, voilà, j'ai aussi appris à me découvrir. Alors, tu me diras après si c'est le human design qui a appris qui t'a apporté des choses ou si c'est finalement tu as découvert qui tu étais et donc ça t'a amené au human design ou peut-être un petit peu les deux. Mais moi, je sais que pendant très longtemps, je me sentais coupable et être une mauvaise personne parce que je slashais justement et j'aimais plein de choses, un peu multipassionnée et je n'allais pas forcément toujours au bout des choses parce que hop, comme un papillon, hop, j'allais vers autre chose. Et souvent, on me disait, mais en fait, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, le côté très négatif, tu ne sais pas ce que tu veux. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris, alors je ne sais plus vraiment comment, par des lectures, après aussi peut-être la maturité, à me dire, bah non, mais en fait, je suis comme ça, point. Et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Et en fait, le fait de voir, comme tu le disais tout à l'heure, de sortir un petit peu comme un effet miroir, en fait, de se voir comme si on était deux personnes, eh bien, j'ai appris, j'ai accepté cette manière de fonctionner qui était la mienne. Et je pense que maintenant, c'est un outil pour moi, en fait. Enfin, c'est un outil, ça me permet vraiment de manière très, comment dire, ouais, je suis vraiment droite dans mes bottes et quand j'ai autre chose qui m'appelle, eh bien, j'y vais vraiment à fond. Et je me dis pas, ah bah non, du coup, faut que je finisse d'abord ce que j'ai fait. Et du coup, je suis mauvaise parce que j'ai pas fait les choses dans l'ordre, etc. Alors, c'est très duel dans moi parce que en même temps, j'aime bien que les choses soient carrées et tout ça. Donc, mais je pense que finalement, cette dualité, c'est aussi ce qui fait, enfin, ce qui construit notre nature, en fait. Et au final, il faut de la lumière et du sombre, il faut du yin et du yang, comme tu avais commencé à le dire. Donc, je pense que voilà, c'est très parlant ton parcours et je pense que ça va parler aussi à d'autres personnes. Et d'ailleurs, en t'écoutant, je suis curieuse, tu connais ton type en human design? Absolument pas. Et du coup, très bonne Ah, transition parce que finalement, pour revenir un petit peu à la genèse de pourquoi je t'ai invitée sur le podcast, c'est vraiment venu par hasard parce que je t'ai découverte à travers, je crois que c'était un live Instagram que tu avais fait avec Héloïse, c'était une vidéo YouTube, ouais. la vidéo On a fait YouTube. un live, après il y a eu plein de problèmes techniques et on a fait une super longue vidéo YouTube du Ouais, coup et qui est géniale parce que beaucoup de gens continuent de m'en parler, ça fait ouais. presque un an et demi et c'est un très bon moment, toutes les deux, une belle présentation du design. Ouais. Et du coup, bah, en fait, moi, je suis Héloïse. J'aime beaucoup cette personne, cette femme qui est très inspirante, je trouve, et j'aime bien sa manière d'aborder la vie. Oui. Et c'est vrai que le human design, ça fait quelques temps que j'en entends parler, mais plus à travers la bouche d'entrepreneurs, on va dire. Donc, le côté très, Ouais. très business, enfin, utiliser le human design comme un outil business. Donc, forcément, moi, ça ne me parlait pas plus que ça. Enfin, je ne ressentais pas l'envie d'aller beaucoup plus loin, de creuser le sujet, jusqu'à ce jour où Héloïse t'a interviewé. Et du coup, ben, connaissant l'univers d'Héloïse, c'est là où je me suis dit, ah, mais le human design, ça peut être aussi un outil vraiment plus un peu spirituel. Mhm. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et je me suis dit, bah, il faut que je creuse. J'ai envie, j'ai l'élan de creuser le sujet. Et donc, bah, je ne pouvais pas le faire moi-même en solo sur un épisode parce que je ne connais pas le human design. Donc, je me dis, mais qui de mieux que Mélissa pour venir nous en parler, justement. Donc, c'est pour ça que, voilà, que je t'ai invitée Ok. sur le Mhm. podcast pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment. D'accord. Donc, je trouvais que ça pouvait être Non, parce que ça intéressant de mêler serait, les deux, en fait. ouais, et ça serait super intéressant de savoir, d'avoir tes infos. Euh, si tu connais ton heure de naissance, d'ailleurs, je pourrais regarder même, Ouais. même en direct, hein. Parce que ton parcours, justement, ce côté slasher ou à faire ne pas ce que la société appelle aller au bout des choses, tu vois, nécessairement. Mhm. C'est des sujets qui reviennent souvent en design parce que, notamment, ça correspond particulièrement à une certaine catégorie de personnes, ce qu'on appelle un type énergétique. Mais pas que, hein, rien n'est exclusif. Et c'est pas parce qu'on dit que tel type a plus cette caractéristique-là de souvent faire plusieurs choses en même temps ou de passer d'une chose à l'autre, de pivoter rapidement sans nécessairement cocher les cases de la ligne d'arrivée. Euh, c'est des sujets dont je parle avec beaucoup de mes clients, même qui ne sont pas de ce type-là, Mhm. parce que le design est plus complexe que simplement le type énergétique. Donc c'est pour ça que ça m'a évoqué ça tout de suite, en fait, quand tu m'as parlé de D'accord. ça. Et le fait que toi, tu y arrives sans même cet outil, que tu arrives à avoir légitimisé ça et un peu être en acceptation, en fait, de dire, bon, bah, c'est ce que je suis. Ça me rappelle, en fait, bon, on en parlera un petit peu plus en détail, mais ça me rappelle les bienfaits du design qui sont pour moi une grille de lecture dont on a besoin aujourd'hui
parce que le monde en est à ce stade-là d'évolution, de conscience, parce que les sociétés sont telles qu'elles sont, mais qu'à terme, on n'aura plus besoin, en fait, moi, ça c'est mon rêve, c'est mon paradis sur Terre. Je ne sais pas si je serai toujours là, mais on n'aura plus besoin de ces outils-là parce qu'il y aura une telle acceptation de l'individualité de chacun que finalement, on n'a plus besoin de dire non, mais regarde, c'est dans mon design. Chose que j'ai déjà fait 2 fois depuis qu'on a commencé cette conversation, tu vois. Même moi. Non, mais c'est normal, regarde, j'ai mes humeurs. Ah oui, mais ouais, mais il y a un petit truc au-dessus de moi qui me dit c'est pas bien d'avoir des sautes d'humeur. Non, non, mais attendez, drapeau blanc, c'est dans mon design. Tu vois. Et tout ça, on n'en aura plus besoin parce qu'on acceptera juste. Enfin, moi, c'est mon rêve, en fait. On acceptera les enfants depuis le moment où ils arrivent et puis ça donnera des adultes qui sont acceptés tels qu'ils sont. Donc, il n'y a plus besoin de ne serait-ce que de mettre des mots sur oh là là, tu vas pas au bout, ah, tu slashes. Non, en fait, tu es. Ouais, c'est ça, tu es. Ouais. Stop. Ouais. Fin de la conversation. Ouais. Mais aujourd'hui, comme on n'en est pas là, eh bien, on a des outils comme ça qui sont là pour nous aider. Et tant mieux. Bon, bah du coup, on va pas laisser plus de suspense que ça. Hein. Est-ce que tu peux nous raconter avec des mots simples et tes propres mots, peut-être des exemples aussi, ce qu'est le Human Design? Oui. Alors, c'est le plus simplement du monde, c'est un système de connaissance de soi qui, comme l'astrologie, donc pour ceux qui connaissent, qui ont déjà fait leur thème astral, et pas l'horoscope de magazine. Hein. Moi, quand je parle d'astrologie, je parle vraiment du thème astral de naissance, qui est basé sur eh bien, notre date, lieu et heure de naissance. Et en rentrant ces informations sur mon site, il y a des logiciels dédiés à droite à gauche, on obtient en fait un schéma qui nous donne, moi ce que j'aime bien dire, notre ADN énergétique en quelque sorte. Et qui nous permet en fait de comprendre comment moi, en tant que personne unique, je suis conçue pour prendre des décisions, pour communiquer au mieux, pour échanger mon énergie avec le reste du monde, pour entretenir des relations, pour entrer en relation et entretenir des relations, pour travailler de façon optimale et vraiment plein d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs milliards de configurations possibles. Hein, on est chacun complètement différent. Et l'idée principale du Human Design, c'est que ça nous donne à la fois les informations sur soi et de la connaissance, mais aussi et surtout, c'est ça qui est intéressant, des outils concrets pour mettre tout ça en pratique et vivre et incarner pleinement cette unicité et cette différence. Donc en design, on parle beaucoup de notre aura énergétique, donc notre corps énergétique. Et au premier niveau de lecture, il y a 5 types. Donc, c'est les fameuses catégories de personnes dont je parlais tout à l'heure en rapport avec ton parcours. Donc, il y a les générateurs et les manifesting générateurs qui vont être 70% de la population, donc l'immense majorité. Il y a les projecteurs qui composent 20% de la population, les manifesteurs 9% et les réflecteurs 1% qui sont beaucoup plus rares. Alors, bien sûr, on ne s'arrête pas à ça parce qu'après, derrière, il y a, là, j'ai dit que c'était au niveau le premier niveau de lecture. Après, il y a tellement d'aspects, tellement de choses qui nous rendent uniques. Donc, il ne faut pas se dire, ah, moi, je fais partie des 70% de la population, donc du coup, je ne suis pas unique. Non, non, parce qu'après, derrière, on creuse en fait dans les détails d'un schéma. Et on a énormément de configurations et d'aspects qui viennent créer en fait une synthèse unique. Et donc, ce type énergétique, déjà, c'est un peu notre véhicule. Moi, j'utilise toujours cette image pour que ce soit le plus simple possible. Et donc, le design vient nous indiquer comment on est censé utiliser ce véhicule. Est-ce que tu as un vélo, une trottinette, une voiture? Ok, les 3 ont leur place, les 3 sont super, mais ils fonctionnent totalement différemment. Et donc, le design nous donne ces fameux outils concrets, ce qu'on appelle notamment une stratégie de fonctionnement, qui est correcte, qui est alignée pour nous spécifiquement. Et ce qui me fascine, en fait, c'est que ça nous montre à quel point on n'est pas du tout fait pour fonctionner de la même manière que les gens qu'on aime, les gens qu'on fréquente, même les gens avec qui on a l'impression de vraiment se ressembler, ou avec qui on a été élevé, ou par qui on a été élevé. On n'est pas fait pour réussir, nous épanouir de la même façon. Et ce qui va, moi, m'apporter du succès, de l'épanouissement, de la satisfaction, de l'alignement, ça ne sera pas du tout la même chose ou pas nécessairement que toi, par exemple. Et c'est vrai que quand je te dis ça, tu vois, naturellement, moi-même, quand je m'entends le dire, tout le monde en a une compréhension mentale. Oui, évidemment. Je ne fonctionne pas pareil que ma sœur ou mon copain, etc. Et pour autant, tu vois, comme on le disait tout à l'heure, le monde dans lequel on vit actuellement transmet des codes sociaux sous forme d'attentes, d'injonctions, de façons d'agir qui sont validées, qui sont valorisées plutôt, de ce qui est validé versus ce qui est à fuir. Et tout ça, en fait, en réalité, tient absolument pas compte des spécificités de chacun. Et ça n'encourage pas du tout à rester dans sa vraie nature. Au contraire, ça homogénéise. Et ça, dès la naissance, en fait. Hein. Donc, heureusement, pour la plupart d'entre nous, c'est sans malveillance aucune, mais on a des injonctions dès la naissance.
Et quand je dis sans malveillance, parce que la plupart des parents veulent bien faire, mais ça commence en fait. Dès l'enfance, on commence progressivement à nous éloigner de ce qu'on est. Et ça, c'est ce qu'on appelle en design et puis dans d'autres pratiques, le conditionnement. Ça commence avec les parents, puis les copains, puis les profs, ça continue, les amis, les amoureux, les employeurs, etc. Et, et donc, en fait, notre design, c'est un assemblage riche et complexe d'aspects qui fonctionnent comme une synthèse, tu vois, les uns par rapport aux autres, et viennent toucher des couches profondes de notre fonctionnement et de notre être. Mais l'élément clé, c'est que le human design, en fait, ça aborde la façon dont on est conçu pour prendre des décisions. Ça, c'est vraiment, si on devait retenir qu'une chose le plus simplement du monde, ça serait le considérer comme un outil de prise de décision. Et c'est ce qu'on appelle en design l'autorité intérieure. Donc, par exemple, pour que ça prenne un peu vie dans l'esprit des personnes qui nous écoutent, pour certaines personnes, en regardant leur design, on s'aperçoit que c'est des gens qui sont faits pour prendre leurs décisions en suivant leurs sensations viscérales spontanément, tu vois, sur le moment, ce qui se passe dans les tripes. Pour d'autres, c'est en se laissant quelques nuits pour sentir leurs émotions se clarifier, pas pour réfléchir avec la tête, mais pour sentir leurs émotions s'apaiser face à quelque chose et arriver à quelque chose de plus clair, de plus net. Pour d'autres, ça va être en verbalisant les choses, en s'écoutant parler. Ils sont faits pour en fait sortir les choses d'eux-mêmes et c'est en s'entendant parler qu'ils vont entendre leur vérité émerger. Et puis il y a plein d'autres possibilités encore déjà à ce niveau-là, au niveau de la prise de décision, mais déjà ça te donne une idée en fait de ce qu'on peut apprendre. Et donc oui, c'est extrêmement riche, extrêmement dense pour les gens qui nous écoutent. Si vous regardez votre schéma énergétique, après avoir rentré les infos, oh là là, mais on ne peut pas déchiffrer, c'est hyper compliqué, etc. Oui, 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 c'est dense, on peut l'étudier jusqu'à la fin de ses jours. Mais en même temps, c'est l'outil le plus concret, applicable et simple dans la vie de tous les jours. Que moi, par exemple, je n'avais pas trouvé avec l'astrologie, que j'adore, qui est un outil prédictif, ce que n'est pas le design. Hein. Le design, c'est plus une photographie de voilà, ok, voilà comment tu es fait pour fonctionner. Ça sera vrai, c'était vrai quand tu avais 6 semaines et ça sera vrai à 90 ans en fait. Hein. C'est quand on a ce système par exemple de prise de décision, c'est vrai tout au long de sa vie par exemple. C'est vrai dans tous les domaines de sa vie. Peu importe que Mercure soit rétrograde ou pas. Voilà. Mais tu vois, moi l'astro, ça avait été une énorme validation, ça continue de l'être, je fais mes rendez-vous annuels, etc. Mais il n'y avait pas ce côté, ok, maintenant qu'est-ce que je fais dans la vraie vie? Et ça, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, ce pragmatisme, ce côté pratico-pratique et qui existe dans le design. C'est d'ailleurs la clé de cet outil, hein, c'est de l'expérimenter vraiment dans la vie, de se plonger dans le ressenti véritable, en fait, dans cette expérience corporelle, sensorielle, et pas de l'apprendre mentalement, pas d'accumuler des infos pour tout savoir sur les détails de son schéma, ce qui est le premier écueil hein, de cet outil. C'est ce que beaucoup de gens font, et moi la première, parce qu'il y a beaucoup de contenu, parce qu'on veut tout savoir, et puis quand on est encore très le mental. C'est encore le mental qui joue voilà. dessus. Ouais. Et ça, c'est le piège du design parce que cet outil ne sert vraiment dans la vie comme outil d'empouvoirment, comme outil d'alignement, comme on le présente. Il ne sert que si on vit l'expérience. Et pour la vivre, on n'a pas besoin d'aller tout savoir et de l'étudier pendant toute une vie. Les éléments les plus simples, notamment cette stratégie que j'évoquais, qui est relative à quel type énergétique on est, et cette autorité intérieure qui est ce GPS de prise de décision, ça suffirait en fait. On n'a pas besoin d'en savoir plus, on a besoin de se faire expliquer ça si on a envie, de lire des choses, etc. Et derrière, je vais le mettre en pratique. Et ça, c'est la magie de cet outil. Et donc, tu l'as dit, mais juste pour être bien sûr, du coup, notre comment tu appelles ça? C'est une catégorie? C'est une Type énergétique. Voilà, notre type énergétique, il est le même tout au long de notre vie. On ne peut pas changer. Donc, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on sera du même type énergétique. Ouais, et ça, c'est une question qui est hyper intéressante parce qu'elle revient souvent. Oui, on ne change pas parce qu'en fait, comme notre schéma Human Design dépend, en fait, il est déterminé par nos informations de naissance. Donc ça ne bougera pas, date, lieu et heure. Parce que sans vouloir rentrer dans les détails trop scientifiques, trop techniques, en fait, en design, on part du principe que... bon, alors déjà, c'est un outil qui, pour resituer, qui est un composé de plusieurs autres systèmes, notamment l'astrologie, la science des chakras, le I Ching chinois, l'arbre de vie de la Kabbale, et aussi la physique quantique et la génétique. Donc, on est à la croisée de l'ésotérisme et de la science. Et toutes ces grilles de lecture, en fait, s'imbriquent pour donner ce système qui est plus que la somme de ses parties.
Mais c'est vrai qu'on part du principe, donc pour cette notion de physique quantique, on part du principe en design enfin c'est même pas en design d'ailleurs, on baigne tous là dans un champ d'information énergétique qu'on appelle des neutrinos. Ça, c'est vraiment un élément scientifique, hein. Les gens peuvent googler si ça les intéresse de savoir ce que c'est que le neutrino. Et en fait, pendant longtemps, on a cru que les neutrinos qui nous traversent, en fait, toi, tu en as plein autour de toi, j'en ai plein autour de moi, si on les voyait, en fait, on ne se verrait même plus parce qu'ils ont une densité, enfin, il y a un nombre incalculable qui nous traverse. Et pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait pas de masse sur ces particules. Et en fait, il y a eu une découverte scientifique qui est arrivée après le Human Design, c'est ça qui est intéressant chronologiquement, qui confirmait qu'en fait, les neutrinos ont une masse et sont chargés d'informations. Et c'est ça qui est la base du design, c'est que ces particules en nous traversant laissent, en fait, on nage en permanence dans cet environnement-là. Et toi, là où tu te trouves en ce moment, puisque bon, on n'est pas ensemble hein, pour les gens qui nous écoutent, là où toi, tu te trouves en ce moment, il y a une couleur énergétique. Là où moi, je me trouve, il y a aussi une autre couleur énergétique. Et donc, on part du principe que au moment de la naissance, on est imprégné d'une certaine manière qui est très impactante par le bain énergétique du moment où on est venu au monde dans ce lieu à cette heure-là, qui n'était pas le même pour toi, qui n'est pas le même pour moi, etc. Et ça a un impact en fait sur eh bien, notre fonctionnement. Comme moi, j'utilise l'image comme deux voitures qui rentrent en collision et puis hop, chacune reprend son chemin parce que c'était pas si grave. Bah, sur la voiture blanche, tu as un peu de la peinture noire et sur la voiture noire, tu as un peu de la peinture blanche. C'est ça en fait, l'empreinte énergétique de notre design au moment de la venue au monde. Pour les personnes un petit peu plus qui ont besoin de comprendre les choses, je pense que ça aidera à resituer. Il y a une raison pour laquelle on a besoin de ces informations en fait, de fuseaux horaires, etc. Et ça va laisser, ça va nous donner une mine d'informations sur notre fonctionnement. Donc ça, oui, ça ne change pas. En revanche, comme je l'ai évoqué, on parle de conditionnement. C'est un template, en fait, notre design. C'est une source de potentiel. Mais rien n'est gravé dans la pierre au sens où tout s'exprime sur un spectre. Donc, tu ne vas pas dire tu es comme ça et puis ça ne bougera pas. Non, parce que les sources de conditionnement de personnes en fait, avec un design complètement identique, je pense à des jumeaux par exemple, vont être élevés par les mêmes personnes, etc. Et pour autant, vont pas avoir la même vie et le même fonctionnement à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que même avec le même design, leurs expériences de vie vont faire que l'expression qu'elles font de ces potentiels avec lesquels elles sont nées va donner quelque chose de différent. Et puis leur niveau de conscience, puis leur envie d'aller plus dans le respect de ce qu'elles sont vraiment, de s'aligner ou d'être moins alignées, etc. Tout ça va avoir des conséquences sur l'expression de ce qu'elles font. C'est comme si je te donnais, je te lâche dans la rue avec un billet de 200 euros et puis je lâche quelqu'un qui a exactement le même fonctionnement que toi ou ta jumelle, puis vous revenez à la fin de la journée et vous montrez ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez fait de votre journée, etc. Ça sera complètement différent. Et vous étiez dans la même ville avec le même budget. Tu vois, c'est une bonne image. C'est pareil avec le design. Donc oui, ça ne change pas. Je pourrais sortir ton schéma dans 40 ans, ça sera exactement le même. Mais pour autant, la Alexandra avec qui j'aurai une conversation, elle aura fait des choses bien différentes avec cette main de carte, tu vois. Ouais, j'ai Donc tout de suite ça, l'image d'une palette de couleurs, en fait, comme si on donnait une palette identique, enfin, les mêmes ouais, couleurs à deux voilà. personnes, et après, effectivement, le tableau final sera peut-être complètement différent, d'ailleurs certainement. Voilà. C'est exactement la même chose. Et du coup, y a une petite question qui me vient là en tête, c'est donc tu dis que notre type énergétique est conditionné par notre heure de naissance, notre jour et le lieu, donc j'imagine la ville, c'est ça? Oui, alors pour être plus précis, en fait, on parle de fuseau horaire. C'est ça qui nous intéresse, mais comme c'est compliqué de demander aux gens leur fuseau horaire, on demande leur lieu de naissance. D'accord. Et du coup, ça me met ce que je trouve étrange, c'est que du coup, on ne s'intéresse pas forcément au type énergétique de la maman, alors que finalement, on a baigné 9 mois dans le ventre de notre maman qui a elle-même un type énergétique. Et du coup, il n'y a pas du tout de relation possible ou d'impact, en fait, entre le type énergétique de la maman et celui de l'enfant. Alors, d'un point de vue vraiment, c'est pas le bon mot, mais scientifique, dans le calcul, non. Après, quand on creuse plus loin, il y a un impact, c'est la partie, c'est l'apport, une partie de l'apport génétique du design.
on retrouve beaucoup, ça ne veut pas dire que le schéma est le même, mais il y a un impact et un apport entre le schéma et les informations contenues de la grand-mère maternelle chez le bébé, enfin chez le bébé qui ne va pas rester bébé, mais voilà, donc on a un impact de notre beaucoup plus que de la maman. Alors ça, je n'ai pas la raison, mais c'est quelque chose qui existe, ça fait partie des informations de cet outil. Après, le type énergétique de la maman, comme celui du papa, etc., va être un des éléments les plus importants du conditionnement. Et le conditionnement démarre pour moi, oui, au moment de la naissance, mais ça, c'est même pas, on sort du design. Je pense que le conditionnement démarre bien avant la naissance pour un enfant. Donc, te dire que c'est complètement exclu, non, mais d'un point de vue base de calcul, on ne le prend pas en compte. Ça ne fait pas partie des informations. Ok. Concrètement, 2 bébés nés à la même minute, au même endroit, le même jour, etc., ils n'ont pas la même maman, ils ont le même schéma énergétique. D'accord. Tu vois. Ok. Donc du coup, le Human Design, c'est un outil, enfin ça pourrait être un outil, c'est un outil d'ailleurs de connaissance de soi et qui nous permet vraiment de prendre conscience du fonctionnement de notre nature profonde au final. Et est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer le fait de la raison d'un mal-être? Des fois, dans une vie, on ne se sent pas forcément, comme on dit, on n'a pas forcément la raison, mais on se dit ne pas être à la bonne place. On ne se sent pas à la bonne place. Est-ce que c'est parce qu'il y a un décalage entre avec la manière avec laquelle on vit notre vie, où on fait des choses, et finalement cette nature profonde que l'on n'a pas forcément identifié, puisque bon, on n'utilise pas le Human Design aujourd'hui à notre naissance, bien que du coup ça pourrait être un outil pour les futurs parents de faire une identification du type énergétique de leur enfant, justement peut-être derrière pour éventuellement adapter le conditionnement, l'éducation, et peut-être éviter ce désalignement entre le type énergétique de l'enfant et donc sa nature profonde et finalement son conditionnement naturel, on va dire, dans le bain, dans l'endroit dans lequel il va baigner en fait. Et du coup, c'est ça qui pourrait expliquer ce côté un peu mal-être et désalignement, c'est le fait que des fois, on est complètement à l'opposé de on fonctionne à l'opposé de notre type énergétique au final. Oui. Alors, le design, c'est encore plus que notre type. On parle du type parce que c'est le plus important, mais oui, absolument. Ça peut pas, alors je peux pas te dire oui, à 100%, chaque personne qui se sent désalignée, c'est parce elle ne vit pas son design, parce que, bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire exactement vivre son design? Là aussi, c'est pas des cases à cocher, etc. C'est ça. Mais oui, bien sûr, c'est un immense source d'épiphanie, de réalisation pour les gens qui, quand ils découvrent leur design, se disent, mais mon Dieu, mais en fait, j'ai vécu à l'encontre ou pas du tout dans le respect, en fait, de ça. Et pourquoi? Parce que la société va développer quand même et va valoriser un certain message. Alors oui, ça va mieux. On respecte quand même un petit peu plus les parcours différents, les fonctionnements, les styles de vie différents, mais c'est quand même, on en parlait, on a ouvert ce podcast là-dessus, il y a quand même des injections ultra généralisées, hyper homogénéisées, qui sont la plus grosse source de conditionnement de notre société. Puis on n'a pas la même selon le pays dans lequel on est né, etc. Et ça, bien sûr que ça donne beaucoup de gens qui fonctionnent à contre-courant de ce qui est juste pour eux. Parce que beaucoup de choses dont on discute en design et qui conviennent à un certain pourcentage de la population, par exemple, ce n'est pas du tout ce qui est valorisé dans la société. Je pense à ces injonctions de productivité, je pense à ces côtés hyper go, cette espèce de constance dans la fourniture énergétique. Tu sais, on travaille beaucoup dans la société, c'est X heures de travail par semaine, et puis quand tu es entrepreneur, c'est encore plus, et puis il faut faire. Tu as énormément. Alors, déjà, ça, c'est toxique pour tout le monde, parce qu'on en oublie d'être, mais en creusant un petit peu plus et en s'intéressant à certains types énergétiques ou certains aspects dans le design de beaucoup de gens, c'est des gens qui ne sont pas du tout venus contribuer au collectif par leur capacité à faire et à produire. C'est des gens qui sont là pour être, pour voir, pour guider. Ça, c'est vraiment une catégorie de la population. Et ça, on ne te le dit pas beaucoup. On ne valorise pas qu'il y a des gens qui pourraient potentiellement collaborer au collectif et apporter leur magie, leur lumière, etc., simplement en étant ou par leur vision. Ouais.
Donc ça, c'est des messages, en fait. Ça fait partie des messages du design. D'accord. Ça me fait penser à la notion d'ego et d'intuition, justement. On fait beaucoup de choses par notre ego, enfin guidé par notre ego, sans forcément le savoir d'ailleurs, hein. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps et ça me guide beaucoup parce que du coup, il y a pas mal de décisions que je prends en me disant, ah, est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est mon ego qui parle? Et du coup, je voulais te poser la question sur ce sujet-là. Quel est, à ton avis, le danger, peut-être s'il y en a, de vivre au service de son ego, de vivre peut-être uniquement au service de son ego? Alors, je ne sais pas si on peut vivre uniquement. Je pense que c'est une danse et que la plupart d'entre nous euh, alternons. Alors, je pense qu'il y a une proportion. Et quand on vit beaucoup au service de son ego, ça doit être quelque chose de plus compliqué. Après, on n'est pas à 100% là-dedans, dans l'un ou dans l'autre, hein, parce qu'on a tout a une raison d'être. Donc, si on a un ego, c'est qu'il a une mission. Et d'ailleurs, pour moi l'ego, c'est le mental, hein. Alors après, pas du point de vue design. Pour les gens qui nous écoutent et qui s'y connaissent un petit peu en design, l'ego, c'est un aspect de notre design qui s'appelle le centre de l'ego ou le centre du cœur. Et là, c'est autre chose, parce que là, ça parle de volonté, de motivation. Quand je vais parler maintenant là, avec toi et la façon dont toi, tu l'utilises d'ego, dans le langage courant, moi, je le mets dans le même panier, le mental et l'ego. Le danger, en fait, c'est que l'ego, son job, justement, il n'est pas là pour rien, hein, c'est de nous protéger. Il est plein de peur, plein d'anxiété. Moi, je le vois un peu comme le parent surprotecteur, tu sais, envahissant, qui du coup vole à son enfant le bénéfice des expériences qu'il pourrait faire par lui-même pour mieux se connaître, pour vivre ce qu'il a vraiment à vivre et qu'on dit, oh, mais laisse ce gamin vivre. Tu vois, pour moi, c'est ça l'ego. Je le vois pareil. Il nous bloque, il nous maintient dans des carcans qui ne sont pas nous. Il juxtapose des couches sur nous qui nous éloignent en fait de notre vérité. Il peut nous faire passer à côté de notre essence. Et l'ego, le mental, d'un point de vue design, d'ailleurs on en parle comme ça, hein, est binaire, il est duel, c'est blanc ou c'est noir, c'est ça ou ça. Et en fait, ce fonctionnement-là, ça nous fait louper une immense partie du champ des possibles. C'est le mental qui fait prendre, tu vois, ce genre de décision, à l'inverse de l'intuition, en pesant le pour et le contre, en analysant, en réfléchissant. Et quand on parle en design, par exemple, ça, c'est aligné pour personne. Je peux parler de prise de décision, tu vois, avec l'autorité intérieure. Par nature, on est tous conçus pour prendre des décisions depuis une partie de notre corps. Personne n'est fait pour le faire avec l'intellectualisation des choses et la rationalité, malgré ce que la société nous indique. Et du coup, pour moi, c'est ça, hein, le danger de vivre au service du mental, de l'ego, c'est de ne pas prendre des décisions qui sont alignées pour soi. Moi, je ne le mets pas en opposition nécessairement avec l'intuition, on pourra en parler un petit peu plus, mais avec son autorité intérieure, justement. Moi, c'est vraiment ça, c'est ma déformation maintenant, parce que je vois tout avec les lunettes du design, mais je dis tout le temps cette phrase, le corps sait des choses que le mental, l'ego, est incapable de concevoir. Et ça, pour moi, ça résume bien ce qu'on risque à vivre en vivant au service du mental, au service de l'ego, au service de ses peurs. Et est-ce que tu observes, toi, généralement, est-ce que tu penses que la majorité des personnes, justement, ne vivent au service de l'ego uniquement, ou en tout cas n'est guidée qu'à travers l'ego et n'arrive pas à écouter son intuition ou... Est-ce que c'est toi, ça représente la majorité des personnes, selon toi, ou pas? Je ne sais pas, c'est d'ailleurs très, très égotique comme réponse de dire que moi, je pourrais savoir De ce que tu observes, si les peut-être, gens... ce que tu observes pas, C'est un niveau de conscience. Ouais. Alors déjà, moi, mes clients, ça ne sera pas un bon exemple parce que la plupart, l'immense majorité de mes clients, ils sont dans un cheminement, dans un travail justement de découverte, etc. Donc, ce n'est pas des bons exemples. Moi, je suis au travail aussi et je suis tout à fait capable de dire qu'il y a une grosse partie de ma vie qui est dans l'ego. Tu vois, je le vois. Je pense que là où c'est important, je ne saurais pas te dire si c'est l'immense partie. Moi, ce que je me risquerais à dire, c'est de la pseudo-science de comptoir, mais ce que je me risquerais à dire, c'est que l'immense majorité de l'humanité aujourd'hui est dans un niveau de conscience qui est certes en changement, alléluia, en élévation, mais qui est dans un niveau de conscience encore aujourd'hui qui ne permet pas une observation de ce phénomène. Parce que finalement, vivre au service de l'ego, pas très grave, si tu es capable de te voir. Comment parler avec la Encore une fois, tout à fait. Le danger, c'est si tu ne vois pas.
Mhm. Et pour moi, ça, si, c'est ce qui est grave et c'est qui, par exemple, se cristallise et se voit aujourd'hui dans ce qu'on traverse. On est en septembre 2021. Euh, c'est un niveau de conscience de non-observation, de non, ouais, d'incapacité à voir à travers soi, à se connecter à ses ressentis, à se connecter tout ça, ça passe par de l'observation. Et donc, inévitablement, en fait, s'il n'y a pas cette observation, cette conscience-là des choses, cette conscience de ce que je suis, de ce qui vibre à l'intérieur de moi, de ce qui me permet de m'individualiser moi, plutôt que de suivre des injonctions, parce que quelqu'un sait mieux, parce que, etc. Ce qui est quand même l'inverse du design. Le design nous ramène à notre vérité intérieure. Et il n'y a jamais eu, enfin en tout cas moi, dans mon expérience de vie, hein, de mes 33 ans, il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire où on nous a, dans l'histoire de ma vie, je parle, hein, où on nous a autant demandé, où il a été autant nécessaire de se rapprocher de ce qui vibre pour soi. Pile au moment où on vient nous donner 10 milliards d'injonctions sur ce qu'il faut faire. Mhm. C'est intéressant comme période. Et d'un point de vue design, on est d'ailleurs à un tournant énorme. En fait, en human design, on a une lecture en fait, du monde qui se fait sous forme de cycles, comme en astrologie. Et c'est des cycles qui durent, enfin, le cycle, le découpage principal, c'est quelque chose qui dure environ, je ne vais pas dire de bêtises, mais environ 400 ans. Et là, on est sur la fin d'un cycle qui va se terminer en 2027. Donc, comme ça dure 400 ans et qu'on est en 2021, tu imagines sur une frise à quel point 2021 c'est collé à 2027. Mhm. Et donc, pour les personnes qui travaillent avec le design, qui ont une lecture design, ce qui se passe en ce moment, c'était pas, on n'aurait pas pu le prédire, mais c'est absolument pas une surprise. Mhm. Et le changement de cycle va nous faire passer en fait d'une période de 400 ans qui a permis l'avènement du collectif, de l'industrialisation, etc., à quelque chose de beaucoup plus individualisé. Donc maintenant, plus que jamais, et c'est pas pour rien que ça baigne dans l'air et que le human design prend un tel essor et d'autres outils et plein de choses, etc., et qu'on dit, ah, c'est fou, on en entend parler maintenant. Oui, pourquoi maintenant? Ça date de 1987. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui fait qu'on est poussé en tant que groupe, en tant qu'humanité, en tant que collectif, vers une nouvelle ère, une nouvelle période qui durera à nouveau 400 ans. Donc, ce n'est pas en 2027 que ça va cliquer au moment où le cycle va démarrer. Mais on est là, nous, notre génération, les personnes qui sont vivantes en ce moment, en train de traverser quelque chose d'unique que nos enfants d'après 2027, que les générations futures ne vivront pas de la même manière, puisqu'eux vont vivre dans ce cycle nouveau. Et donc, on est sur un cycle qui va beaucoup plus solliciter l'individualité, pas au sens individualiste avec consonance négative comme on peut l'avoir, mais un rapprochement de ce qui vibre pour soi, de sa vérité pour soi. Et ça ne pourra plus fonctionner de remettre son autorité à l'extérieur, que ce soit les gouvernements, que ce soit l'école, que ce soit les experts, que ce soit la loi, tout ce qui est comme ça et qui a sa place dans une société, mais à qui on a remis notre pouvoir, notre souveraineté, ça, c'est fini. Et qu'est-ce qui est en train de se passer quand on a une lecture hyper objective, hors design, hors machin? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un effondrement des structures qui nous ont soutenus pendant ce cycle, qui ont eu leur utilité. Et tout ça est en train d'être revu, d'être changé, d'être refondé. Ça pique, ça fait mal. C'est le côté essoreuse de la machine à laver. Mais d'un point de vue design, et puis les astrologues sont aussi, ils ont leur lecture à eux et ils évoquent la même chose avec d'autres mots. Et donc, c'est pour ça que ces outils n'ont jamais eu autant d'importance. Et d'un point de vue design, se connaître, être capable de se prendre soi-même comme point d'ancrage, de savoir ce qui vibre pour soi d'un point de vue juste, au moment où on t'a jamais autant dit ce que tu devais faire, c'est incroyable à regarder. Ouais. Et c'est tellement un petit peu antinomique et on a un peu l'impression de faire le grand écart finalement. C'est pour ça que c'est hyper inconfortable. Ouais, Mais en même temps, comment imaginer qu'on passe d'un cycle de 400 ans à un autre avec des changements aussi puissants énergétiquement sans penser que ça va être inconfortable? ouais. C'est possible.
Ça me rappelle du coup, ça me fait écho avec ce qu'on disait au tout début de l'épisode, ce côté faire plein de choses et même le lâcher prise, c'est encore une chose à faire. Parce que Mhm. finalement, on essaye d'appliquer deux schémas en même temps, se Ouais. rapprocher de notre intuition et du lâcher prise et de l'écoute de soi, de la connaissance de soi, et on essaye d'appliquer ça au schéma du faire. Donc Oui. on le transforme en case à cocher au final, alors que Ouais. ce sont deux choses différentes. Donc peut-être ça aussi qui donne l'impression de ce tiraillement perpétuel de cet inconfort qu'on vit, qu'on peut vivre en tout cas. Mhm. À Mm. la question qu'on dit tout le temps, moi, que mes clients me disent et que moi, je dis à mes thérapeutes, aux praticiens, enfin, que je me surprends même à dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour lâcher prise? Ouais. Rien que Mm. la phrase, tu vois, qu'est-ce que je dois faire? Oui, mais comment je dois faire? C'est la question qui revient tout le temps, parce qu'on n'a pas compris encore. Mm. Mais la vie se charge de nous faire comprendre, hein, avec plus ou moins de souplesse ou de challenge selon les moments et selon Mm. les gens. Mais, parce qu'on ne sait pas être. Mais parce que c'est, faut pas s'en vouloir, s'autoflageller, c'est parce qu'on ne nous a pas encouragé, on n'a pas une société qui valorise ça pour l'instant. Ouais, c'est ça. Mm. On est ensuite, comme tu disais, une société capitaliste où si elle fonctionne, pour qu'elle fonctionne, il faut faire les choses. Il faut travailler, il faut gagner de l'argent pour faire vivre l'économie, parce qu'on a une économie qui est basée sur ça. Oui. Donc forcément, ça met en question plein de choses et c'est compliqué, mais bon, ouais, on verra ce que la vie nous, nous offre. En tout cas, je voulais du coup parler un petit peu de nos deux univers, à savoir le côté human design et le côté plus bien-être et santé que je peux moi aborder en naturopathie. Mhm. Est-ce que le human design peut nous permettre de maintenir un niveau de vitalité, qu'on parle souvent du coup en naturopathie, optimal, pour permettre au corps justement de s'auto-guérir et d'améliorer ses capacités d'auto-guérison et qu'on peut appeler aussi d'homéostasie. Est-ce que pour toi, Mhm. c'est un outil qui permet ça? Oui, absolument. En fait, il y a toute une partie du Human Design qui, justement, parle de notre vitalité, moi, ce que j'appelle la force de vie, de notre santé, notamment autour de l'énergie et de sa, comme j'en ai un petit peu parlé, pour certaines personnes, de sa constance, cet accès à l'énergie avec ce robinet ouvert en permanence, sous condition, mais en permanence, ou à l'inverse, pour d'autres parties de la population, des gens qui sont, qui sont caractérisés par des fluctuations énergétiques. Et donc, dans ce monde qui demande de la constance, du go-go-go, etc., il y a une grande partie de la population qui n'est pas conçue pour avoir cet accès à la force de vie, à la vitalité, à la productivité énergétique, et qui va justement s'épuiser en essayant de tenir le rythme du reste du monde, par exemple. Et c'est là qu'on va parler de burn-out, etc. C'est un sujet qui revient énormément, notamment avec mes clients. Le design nous donne une grille de lecture sur pourquoi il y a des mots, des mal-être en fait physiques qui se sont cristallisés dans le physique, mais qui trouvent leur origine ailleurs. Donc oui, on a toute une lecture autour de ça, l'état de forme, l'état de vitalité, l'état d'énergie. Il y a aussi des liens qui sont faits entre ce qu'on appelle les centres énergétiques, qui est un aspect du design, et des parties de notre organisme, donc des corrélations. Il y a Des aussi organes, par une exemple, application. quand tu dis les parties Ouais, d'organisme, certains organes. alors, pas que des organes, D'accord. mais oui, tu vas trouver carrément une. Parfois, c'est avec une partie du corps, parfois, ça va être avec des glandes, parfois, ça va être avec autre chose, mais oui, je dis organes au sens large, partie du corps, quoi. Euh, Qui peuvent expliquer aussi certains blocages, certaines pathologies qui se cristallisent à ces niveaux-là. Et il y a toute une application aussi qui est très intéressante du design au sommeil et à ce qui nous correspond, notamment autour des conditions d'endormissement, du fait de dormir seul, par exemple, dans sa propre énergie, même lorsqu'on est en couple, et qui est aussi très intéressante dans ce qu'on a commencé à évoquer par rapport à l'utilité du design pour les enfants. Moi, je travaille beaucoup avec des parents, puisque dès qu'on a l'heure de naissance, eh bien, on peut avoir le design. Donc, j'ai déjà fait des, des rapports, des ressources, qui est un produit que je propose, des guides écrits, etc., pour des nouveau-nés. Il y a beaucoup de cadeaux de naissance et tout dans le sens. Moi, je suis hyper contente quand ça se passe comme Mm. ça parce que justement, comme tu le disais, c'est le meilleur moyen, si c'est appliqué et expérimenté, de se prémunir contre une partie du conditionnement. Après, il y en aura toujours, mais voilà. Et notamment cette partie sommeil qui est utile pour nous adultes, mais qui est aussi extrêmement intéressante pour accompagner les enfants parce que le sommeil est crucial pour la santé, c'est un pilier. Et pour autant, les conseils ou les injonctions qui sont données pour les parents
vis-à-vis des enfants, assez homogénéisé d'ailleurs, hein, sur la façon dont on doit euh, amener un enfant vers le sommeil. Il y a des choses qui vont complètement à l'encontre de ça dans le design. Tu Donc, aurais c'est des vraiment exemples intéressant. à nous partager? Ouais. Bah, par exemple, tu sais, je t'ai dit que les générateurs et les manifesting générateurs, qui est un type énergétique, enfin, qui sont deux types énergétiques, composent 70% de la population. Et c'est des personnes qui, pour dormir de façon saine, pour s'endormir correctement et avoir une bonne nuit de sommeil, c'est des gens qui sont faits pour aller se coucher une fois que leur réservoir d'énergie, leur force de vie, qui est un gros moteur, qui est quand ils font ce qu'ils aiment, débordant d'énergie, doit être absolument vidé, épuisé jusqu'à la dernière goutte. Le mot-clé, c'est épuisement. Mhm. Et donc, pour pouvoir bien dormir, il faut aller jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout va dépendre de à quel point j'ai été satisfait dans ma journée, à quel point j'ai été actif, à quel point j'ai utilisé cette énergie comme de l'essence dans une voiture. Et typiquement, un bébé ou un enfant générateur ou manifesting générateur qui n'a pas épuisé son réservoir d'énergie ne trouvera pas un bon sommeil, ne se couchera pas de lui-même et va donc être, si on suit les conseils moi, j'ai pas d'enfant, mais je sais ce qui se dit, le temps calme, il faut l'apaiser avant d'aller se coucher, etc. Bah, en fait, s'il n'a pas utilisé son réservoir d'énergie, tu lui fais plus de mal que de bien à le forcer, entre guillemets, à s'allonger avant d'être épuisé. Et au contraire, ces enfants-là, alors, c'est pas toujours facile de faire coordonner tout ça avec les besoins des parents aussi en fin de journée qui ont besoin d'être tranquilles, etc. Mais dans un monde idéal, ces enfants-là, au maximum, il faut s'organiser pour les laisser épuiser leur réservoir jusqu'à la dernière goutte, ce qui peut vouloir dire dans sa chambre sauter dans tous les sens, courir en rond, etc., jusqu'à s'endormir épuisé quasiment au milieu du tapis. Bon, et hop, on le met au lit, le réservoir, la batterie est à zéro, et puis la nuit, il va se recharger, et le lendemain, ça repart. Ça, c'est extrêmement sain pour 70% de la population. Donc, tout ce qui est temps calme, etc., c'est pas quelque chose qui est sain si l'enfant n'a pas épuisé son réservoir. L'adulte aussi, hein. Mais je parle des moments où on force un autre être à suivre un planning qui n'est pas forcément juste pour lui, c'est l'enfance. Ah, c'est intéressant, effectivement, il y a des principes comme ça de vie, des injonctions, quoi, pas des injonctions, des, des choses que l'on entend, de se dire, oui, ne t'excite pas trop, tu vas pas réussir à dormir. Ne Au t'excite final, pas. effectivement, ouais. Mhm. D'accord. Donc, effectivement, il y a un spectre de, de mise en application qui est quand même très, très large du human design. Ouais. Et il y a même après une couche super profonde du human design autour de l'alimentation. Alors, je ne conseille pas de s'y Ouais. plonger avant d'avoir vraiment exploré et expérimenté avec les aspects qui sont bien plus essentiels, bien plus importants. Pourquoi? Parce que c'est Mhm. les seuls sur lesquels Mhm. on peut vraiment mettre en application. Et le risque, tu sais, avec cette diet culture et l'obsession sur l'alimentation et ce qu'il faut bien faire, etc., malheureusement, en design, on court le risque de passer à côté du design parce que, en fait, cet aspect sur l'alimentation, c'est bien plus large que l'alimentation. Et ça a été justement vulgarisé. Et maintenant, on dit, ah bah tiens, on peut suivre, s'alimenter en fonction de son design. Oui, mais franchement, l'immense majorité des gens n'ont absolument pas besoin d'aller là-dessus et devraient utiliser cet outil pour ce qu'il a vraiment à apporter. Mais comme on parle de santé, oui, il y a une partie alimentation notamment et qui est par exemple intéressante aussi. Pour te donner un exemple, il y a des gens qui sont faits. Alors, ça ne nous parle pas de ce qu'on doit manger, hein, le type d'aliment, ça nous parle plutôt des conditions et des circonstances durant lesquelles s'alimenter. Donc, il y a des gens qui sont faits, par exemple, pour manger et qui vont mieux digérer, donc mieux réussir à avoir tout l'intérêt des aliments quand ils sont en agitation, justement. Mhm. Ces fameux enfants où potentiellement personne ne laisserait un enfant en train de manger et puis sauter partout en même temps. Non, assieds-toi, tu vas avoir mal au ventre, assieds-toi, on est à table, etc. Bah, tu as une partie de la population qui est faite pour s'alimenter et plutôt même assimiler l'information au sens large. Donc, ça va être s'alimenter, mais ça peut être aussi apprendre. Moi, j'ai un de mes clients, il travaille, il apprend sur son vélo d'appartement. Et techniquement, il pourrait même être en train de manger un sandwich en train de faire son vélo d'appartement ou de marcher. C'est des gens qui sont faits pour avoir le plus grand bienfait de leur alimentation quand ils sont en action. D'autres exemples, ça va être d'autres personnes qui sont faites pour manger plutôt un maximum de leurs calories quand le soleil est couché. Ça aussi, on te dit, ah non, mange pas trop le soir, machin. Ouais. Bah non, il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Moi, par exemple, mon fonctionnement, ça va être de manger un maximum de mes calories à la lumière du jour.
et je vais beaucoup moins assimiler quand le soleil est couché. Mais ça, encore une fois, attention, parce que ça fait tomber beaucoup de gens dans des injonctions. Moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Oui, mais bon, bref, de toute façon, c'est une partie du design qui est extrêmement dépendante de la minute près de naissance, beaucoup plus que le reste. Et est-ce qu'on est vraiment sûr que l'horloge de la maternité, elle était réglée à la minute près? Est-ce que c'est vraiment juste? Et donc, moi, quand j'en parle avec les gens, j'y vais toujours avec énormément de pincettes. Si tu te retrouves, essaye. Mais comme toujours en design, explore, mais que ça ne devienne pas une nouvelle injonction. Surtout comme ça touche à l'alimentation. Les femmes, l'alimentation, c'est toujours un point un peu compliqué. Et c'est pour ça que j'en parle peu. Là, on parle de santé, donc évidemment, c'est intéressant de le présenter aux gens. Mais vraiment, je mets en garde. C'est quelque chose auquel vraiment l'immense majorité d'un genre n'a pas besoin de toucher vraiment avant. Pour beaucoup de gens, jamais. Soit parce que ça ne les intéressera pas, soit parce que vraiment, ce ne sera pas la peine et que l'immense apport que le design aura dans leur vie se fera, mais vraiment sans ça. Je l'évoque parce qu'on parle de santé. Mais il ne faut pas bloquer dessus, quoi. Bah, je pense que c'est comme tous les outils, hein, que ce soit le human design ou d'autres outils de santé naturelle ou d'autres thérapies. Je pense qu'il y a vraiment une différence à faire entre ouvrir son esprit, prise de connaissance, exploration, et puis après, il y a la mise en application, encore une fois, qui doit être mesurée et adaptée en fonction de ce que l'on ressent. Et c'est comme ça aussi que petit à petit, on se rapproche plus de notre intuition et pas que, et on reste pas que collé à notre mental de je suis ça, donc je dois faire ça. Voilà. Voilà. Mais je pense que c'est valable C'est encore du mental, pour tous les outils qu'on peut apprendre dans notre vie de toute façon. Oui, c'est bien que tu le rappelles. Du coup, j'ai une petite dernière question vraiment concernant le human design avant de passer sur des questions peut-être un peu plus personnelles. Pour des personnes qui aimeraient justement bien en savoir un peu plus sur le human design, tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la démarche à faire, comment se réalise un accompagnement de manière très concrète justement? Alors, la première des choses, donc, c'est, comme je l'ai évoqué un peu rapidement, c'est d'avoir donc, ces informations de naissance. Si on n'a pas son heure précise, trouver un moyen de la trouver au maximum, que ce soit sur son, comment ça s'appelle, son carnet de santé ou voilà, des choses comme ça. C'est crucial. Donc, quand on ne l'a pas, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah oui, comment je fais, etc. Si on a une fourchette, on peut regarder et faire différentes variations dans le logiciel, rentrer plusieurs heures de naissance et voir si les informations varient. Les informations principales, c'est donc le type énergétique, l'autorité intérieure, le profil. Ça, déjà, c'est 3 piliers. Si ça reste stable entre, moi, je pense que je suis née entre 5h et 6h du matin. Si ça reste stable, déjà, on peut avoir une belle exploration de son design. Après, l'idéal, c'est quand même d'avoir l'heure précise. Donc, il y a plein de logiciels sur Internet. Moi, j'en propose un sur mon site Internet. Donc, commencer par ça, c'est de sortir son schéma énergétique. Ça va être un dessin, plein de couleurs, plein de formes. Le but, c'est pas de le comprendre. Souvent, c'est inquiétant. On est là à se dire, mais ça me parle pas du tout. Alors, le but, c'est pas du tout de le comprendre. C'est simplement d'en retirer les informations qui sont en légende, celles que je viens d'évoquer. Et elles sont dans la légende de tous les logiciels. Très souvent en anglais, mais bon, il n'y a pas besoin. C'est pas des grands textes, hein, donc c'est vraiment juste des mots-clés. Et puis, à partir de là, notamment moi sur mon compte Instagram ou en s'abonnant à ma newsletter, j'ai beaucoup de contenu qui permet d'aller voir comment ça résonne pour soi. Tiens, quel est mon type énergétique? Tiens, qu'est-ce qui est dit sur ce type énergétique? Alors, ça reste vraiment des grandes lignes. Il faut toujours prendre avec des pincettes parce que, comme je l'ai dit, notre schéma, il est composé d'énormément d'éléments. C'est une synthèse extrêmement riche. Et c'est vrai que quand on sort les choses du contexte et qu'on va lire un petit post Instagram sur le type énergétique, ça ne tient pas compte de la richesse de tous les éléments qui composent notre design. Donc, on ne s'arrête pas là, mais c'est un très, très bon début. Déjà, d'aller voir comment on se retrouve là-dedans. Donc, moi, j'ai beaucoup de contenu. Il y en a d'autres sur Internet. On peut prendre des bouquins, etc. Et puis après, si on a envie d'aller plus loin, moi, je propose différents accompagnements. J'ai des séances individuelles où je me retrouve avec les gens en visio pour aller justement, là, c'est le meilleur moyen d'aller creuser dans tous les détails, dans toutes les profondeurs, etc. Mais surtout moi, je le fais sous forme de conversation où du coup, ça me permet d'aller aborder les aspects qui sont extrêmement pertinents pour cette personne-là maintenant. Et on revient à cette histoire d'évolution au fil de la vie. Si toi et moi, on faisait une séance maintenant, on n'aurait pas la même conversation qu'il y a 10 ans, dans 10 ans, et pourtant, ton schéma reste le même.
Donc, c'est pour ça que moi, ça me plaît beaucoup de le faire sous forme de conversation et pas d'enregistrer, par exemple, des infos et d'envoyer un audio. Ou, voilà. Parce que l'Alexandra d'aujourd'hui, on ne va pas avoir la même conversation, etc. Donc, le seul moyen de rentrer dans ce niveau de précision, de détail et surtout de te permettre de toi l'appliquer dans ta vraie vie, c'est qu'on puisse discuter. Ça, c'est en séance. Et j'ai aussi un autre accompagnement qui est assez récent, qui s'appelle les ressources et qui est une bibliothèque en fait d'informations où les gens, une fois munis de leur schéma, et tout est expliqué aussi étape par étape sur mon site, peuvent aller se rendre dans cette bibliothèque de ressources et aller piocher les éléments en fait qui correspondent aux aspects de leur design et aller découvrir ça sous forme c'est sous format écrit et aller explorer ça pour eux-mêmes, pour leur famille, etc. Ou leurs collaborateurs. J'ai beaucoup de coachs aussi qui font ça pour leurs clients, d'aller regarder un petit peu ces informations à l'écrit pour commencer à se familiariser. Et puis, la façon dont je les ai rédigés, en fait, il y a toute la partie fonctionnement, mais aussi toujours, parce que c'est mon souci principal, la partie application concrète. Parce que comme on le disait, tu vois, lâcher prise. Ah oui, mais lâcher prise, ça veut dire quoi? Comment je le fais? Et en design, on peut très facilement aussi être dans des mots-clés, des mots valises. Et mon souci, c'est toujours que ce soit applicable pour les gens. Donc, c'est le but de ces ressources, c'est le but de mes séances, c'est le but de mes contenus sur Instagram. C'est le but voilà, de cette façon dont moi j'amène le design, c'est de le rendre toujours pratico-pratique. Parce que sinon, c'est un outil du mental ou parce que sinon, c'est un outil extrêmement intéressant. On peut partir très, très loin à des domaines très, très perchés. Dans le design, ça peut aller super loin, mais ça n'aide pas en tant qu'outil d'alignement. Je comprends. Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations sur le human design et j'aurais des petites questions. Là, je vais plus parler à Mélissa, la femme, et pas l'experte, et moins l'experte en human design. Mais par contre, j'imagine que toutes tes connaissances sur le human design vont pouvoir teinter éventuellement ton approche. Je voulais savoir parce que c'est toujours des sujets un petit peu complexes, et moi je sais que j'ai beaucoup de femmes dans mes clientes, enfin mes clients sont principalement des clientes, dans ma communauté c'est principalement des femmes également qui me suivent et qui m'écoutent, et du coup je voulais savoir comment tu arrives à vivre avec ton corps de femme. Est-ce que tu as des complexes? Comment tu honores ton corps voilà, au quotidien? Peut-être ton passé par rapport à l'image que tu avais de toi en tant que femme, comment ça a pu évoluer? Peut-être avec la rencontre du Human Design, justement, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de toi en tant que femme et ton corps, justement, ton rapport au corps? Écoute, moi, j'ai une relation qui n'a pas forcément été toujours, comme beaucoup de femmes, très harmonieuse avec mon corps. J'ai pas mal de complexes, et notamment celui d'avoir des complexes. Là où beaucoup de gens, tu sais, on en revient toujours au même sujet, les injonctions, etc. Mais bon, en même temps, c'est tellement présent. Là où beaucoup de gens pourraient dire, mais enfin, t'as pas à en avoir, etc. Parce que je coche des cases au niveau physique, etc. Et donc, ainsi, balayer en fait mon expérience et mon ressenti et l'invalider. Alors que moi, j'estime que tout le monde a le droit d'avoir son expérience et avoir ses complexes, etc. On en a tous. Et au final, oui, moi, j'ai parfois du mal à accepter mon corps tel qu'il est. Et j'ai eu un parcours assez évolutif avec ça. Je suis quelqu'un d'assez extrême, un peu dans tout, et notamment dans ma relation au corps. Donc, j'ai pu passer de zéro intérêt, par exemple, pour le sport, à presque une addiction pour la première fois quand j'avais 18 ans. Puis ensuite, de nouveau, une phase de sédentarité absolue, alimentation pas très saine, etc. Pour à nouveau tomber au début de ma redécouverte du sport avant d'être coach dans l'excès, la rigidité, beaucoup, beaucoup de sport, alimentation ultra nickel tout le temps, presque jamais d'écart, etc. En devenant coach, quand j'étais coach sportif, en fait, j'ai évolué un peu là-dessus. Il y a une partie de moi qui s'est apaisée parce que, je sais pas, j'ai décorrélé, je pense, la partie santé, performance, je l'ai décorrélée de l'apparence physique pure et dure, moi qui était un peu toujours mon espèce de petit diable sur l'épaule, tu vois, d'être un peu dans cette guerre avec mon apparence physique. Et notamment aussi la rencontre avec mon compagnon actuel qui est coach sportif aussi, ça m'a beaucoup aidé dans ce sens, notamment le regard qu'il pose sur moi
qui m'aide un peu plus en fait chaque jour à m'accepter. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus apaisé avec le physique que beaucoup d'hommes que je connais, d'ailleurs, parce qu'on peut dire, ah oui, mais c'est un homme. Mhm. Et il a une relation bien plus saine avec le sport, avec le corps, avec le vieillissement naturel, avec plein de phénomènes qui, pour moi, sont un petit peu plus conflictuels ou un petit peu plus frictionnants. Et c'est vrai que de vivre avec lui, ça fait partie du processus de guérison que j'ai avec mon corps et le regard que moi, je pose dessus. Je me dis souvent, tu vois, en entendant parfois des petits commentaires en apparence qui sont pas méchants hein, sur le corps de la nana ou du mec dans un couple, tu sais, on pose la main un peu sur le ventre, ah bah dis donc, tu vois, les petits trucs comme ça, Mhm. un peu innocents. Et moi, j'ai la chance en fait de ne pas du tout vivre des choses comme ça. Et je pense que ça m'aurait fait, j'y pense maintenant, tu vois, en te le disant, mais je pense que ça aurait pas aidé, moi, ce genre de truc. Et j'en entends souvent. Hein. Pour moi, c'est une petite forme de violence ordinaire. Ouais. Euh, ce genre de choses qui se fait de façon totalement euh, habituelle. Et si moi, je pense que ça m'aurait fait du mal, je pense que ça doit être le cas pour beaucoup de gens, hommes ou femmes. Et moi, j'ai quelqu'un dans ma vie qui n'est pas du tout comme ça. Et qui, justement, au contraire, quand je pars un peu dans des spirales un peu négatives, que ce soit l'évolution de mon poids ou de ma silhouette, ou peu importe, ou de mon rapport au sport, puisque comme je suis extrême, je vais passer des moments où j'en fais beaucoup, au moments où j'en fais plus du tout. Et donc, nécessairement, ça change un petit peu l'image du corps. Et ils m'aident beaucoup dans ce sens-là. Après, c'est pas parfait du tout, hein, c'est un cheminement. J'aime encore, moi, mon lien à mon corps, tu vois, comme c'est marrant, comme depuis tout à l'heure, je vois, je te réponds, c'est très lié à mon lien avec le sport. Euh, parce que euh, j'aime encore, je suis pas complètement détachée de mon corps. Tu vois, mon corps, il est dans le fer. Mhm. J'ai beaucoup de mal à le considérer, juste à le laisser être. Ça fait partie de mon cheminement. Euh, Mon corps doit avoir une utilité. Le sport, pour moi, doit avoir une utilité, qu'elle soit sur de la performance, qu'elle soit sur du ressenti, qu'elle soit sur du physique, sur des résultats. Là, je me suis mis au yoga l'année dernière, qui n'était pas du tout dans mon profil. Moi, j'avais pas du tout d'attrait pour ça. Moi, j'aimais beaucoup plus et je continue d'aimer beaucoup plus tout ce qui est musculation, tout ce qui est mesurable, tout ce qui est, tu vois, ça vient cocher ces cases un peu perfectionnistes, etc. Et résultats physiques et là, c'est vrai que de m'être mis au yoga, ça m'a ouvert des portes, tu vois, ça me permet d'être davantage dans le moment présent, ce qui n'est pas toujours facile pour moi, que ce soit par la respiration, de lâcher le résultat, parce que je le fais seule à la maison avec une prof, sans miroir, sans personne d'autre, donc le côté un peu compétitivité, qui peut être aussi une partie de moi, n'existe pas. Donc ce cadre, en fait, qui s'est fait naturellement, parce que c'est une amie qui me donne des cours, etc., ce cadre qui s'est fait, en fait, maintenant que je réalise, favorise d'aller éteindre et d'aller abaisser certaines petites jauges chez moi qui ont tendance un peu à se surexciter. Et donc ça me fait pas mal de bien. Et c'est vrai que voilà, c'est un cheminement, c'est une question extrêmement intéressante parce que c'est pas quelque chose qui a toujours été facile. Au niveau des complexes, tu vois, par exemple, j'ai jamais été fan de mon ventre, qui même sur mon corps le plus élancé, le plus sec que j'ai pu avoir, a toujours été un peu un côté un peu rond, un peu enfantin, que j'oublie jamais. Et un truc qui a été très intéressant pour moi ces dernières années en m'observant moi-même dans mes réactions, dans l'évolution de mes ressentis, dans mon rapport à mon corps, c'est ce qui peut arriver souvent, hein, c'est de regarder des photos de moi à des moments où aujourd'hui je dis ah bah là c'était idéal physique ou machin qui n'était pas forcément idéal mental au niveau santé mentale, mais qui bon au niveau activité sportive, moi c'était des périodes où je me régalais, etc. etc. Et ben, aujourd'hui je dis ah bah mon Dieu, dis donc, j'avais pas à me plaindre, c'était super, etc. Et puis en fait je me replonge dans les moments où ces photos ont été prises, et puis en fait j'avais toujours quelque chose à redire. Ça aussi, c'est des discussions très intéressantes qu'on a avec mon compagnon où finalement, tout est à l'intérieur. Et s'il y a un souci à l'intérieur, s'il y a une non-acceptation totale ou partielle, ou peu importe du corps, l'image, la photo, le visuel, le rendu dans le miroir et tout peut avoir l'image qu'il y a, ça ne changera pas s'il y a un truc qui n'est pas aligné à l'intérieur. Mhm. Ça, c'est des phénomènes qui sont assez intéressants de se replonger. Plus tu mûris, plus tu as des possibilités d'avoir ces moments de réalisation, de regarder des photos d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, etc. Et,
Et c'est vrai que bon, c'est davantage voilà, lié à l'état intérieur. Donc, c'est surtout ça qui doit jouer. Ouais, je te rejoins complètement. Effectivement, l'âge permet ça parce qu'on a plus d'expérience, on a des expériences qui s'accumulent et du coup, la prise de conscience est plus simple. Mais c'est vrai que souvent, on se rend compte que c'est pas tant le résultat à l'instant T qui provoque cette satisfaction ou insatisfaction, mais c'est plutôt la relation que l'on entretient à l'intérieur. Et donc, c'est ça qui est à travailler souvent et c'est pas simple parce que c'est beaucoup moins palpable, justement. Donc voilà. Donc, Ça paraît bateau, tu sais, Ouais. quand on le dit comme ça. Ouais. C'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Ouais, enfin, et comment je fais maintenant? Ouais, c'est ça. Ça, pour le coup, j'ai pas vraiment Ouais. d'immenses conseils à donner. Après, quand tu disais par rapport au design, c'est pas tant le design, moi, qui me fait cheminer. Bon, après, c'est un tout, puisqu'il fait partie de moi, mais c'est, enfin, ça va être plus. Moi, je vois sur les années ce qui m'a permis d'être un petit peu plus douce avec mon corps, d'être un petit peu plus. C'est d'autres pratiques, que ce soit euh, l'attention que je porte à la qualité de mon alimentation, par exemple, ou ce que je mets. Enfin, tu vois, c'est plus comme ça que maintenant je vois que je suis bienveillante. Ça doit venir de l'intérieur, mais de la bienveillance que j'ai avec mon corps, elle va plus venir que du design vraiment sur la qualité bon, bah, voilà, de ce que je mets dans mon corps, que ce soit la façon dont j'utilise ou pas les médicaments, les produits que je mets sur ma peau. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup changé. Beaucoup plus finalement, tu vois, en te le disant, j'ai beaucoup plus changé là-dessus que sur le regard que je pose sur mon corps. Ça, parfois, je me dis, ça n'a pas suffisamment évolué. J'ai pas encore bien suffisamment avancé là-dessus. Mais en revanche, l'attention et le lien que j'ai, le respect que j'ai pour mon corps à ce niveau-là, ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'avant, j'en avais rien à faire du tout, de l'alimentation, etc., quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont passées au crible. Je suis hyper attentive. Je, je respecte beaucoup plus, par exemple, j'ai arrêté la contraception hormonale il n'y a pas très très longtemps, justement dans un souci d'alignement, de valeur, de ressenti. C'était plus juste pour moi, en fait. C'était une forme aussi de négation de ma féminité. Puisqu'on parlait de ça au tout début, au niveau des énergies yin et yang, etc. Moi, par exemple, j'adorais le fait de ne pas avoir de règles. Je ne raisonnais pas du tout avec les contenus qu'on pouvait voir partout autour du cycle féminin, relier son cycle à son état, sa créativité, tout ça. Moi, ça me passait à 10 000 au-dessus de la tête et puis ça a cliqué vraiment progressivement. Et un jour, c'était plus du tout juste. Donc voilà, tu vois, aujourd'hui, je suis encore dans un nouveau chapitre de mon rapport à mon corps, à mon énergie féminine, à mon corps extérieur, intérieur. Et c'est vrai que bon, après, je fais beaucoup de choses pour prendre soin de mon corps au niveau des pratiques, que ce soit les corps physiques, les corps subtils. J'ai très régulièrement des soins énergétiques, j'ai très régulièrement des séances de fasciathérapie, de médecine chinoise en acupuncture. J'ai vraiment quelque chose de très, très. J'ai une vraie routine mensuelle à ce niveau-là. Donc, ça, pour le coup, je suis très, très diligente, très attentive. Et puis, bon, je me dis que le reste va suivre, un petit peu plus de respect sur tout ce qui est la partie apparence, où bon, ça prend un peu plus de temps pour moi à faire évoluer. Laisser mon corps être. Ouais. Mais encore une fois, l'apparence, au final, c'est plus dans le... C'est lié un peu au faire, je trouve. Oui, au faire, au final. Et il faut essayer de se détacher un petit peu de ça, de cette enveloppe-là, et de juste se rapprocher un peu plus de ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Mais bon. Ouais. Mais je reviens juste sur ce que tu disais parce que j'ai pas mal de personnes, encore une fois, de clientes aussi qui sont sujettes. Tu parles de la contraception, mais et aussi le fait de, pendant un moment, tu t'en fiches de avoir tes règles, etc. Alors, je ne sais pas pour quelle raison tu n'avais pas tes règles, c'était à cause de ta contraception ou autre chose. La contraception que j'utilisais, ouais, sur moi, elle avait cet effet-là et qui, moi, Ouais. alors ne m'inquiétait pas du tout. C'était super, Exactement. c'était génial. Voilà. Je trouvais ça génial, quoi. Ouais. Ben moi, ça fait pas mal écho avec ça paradis. parce que, pareil, alors pour une raison un peu différente, moi, j'ai été privée de menstruation pendant plusieurs années. Alors que j'étais sous contraception, pour le coup, une contraception qui était censée me donner des règles, enfin des fausses règles, on va dire. Ouais. Ça a marché pendant un petit moment. Après, même sous pilule, je n'avais plus mes menstruations. Et donc, du coup, j'ai un épisode justement demain qui sort sur ça. Donc, il sera déjà sorti quand notre épisode sera sorti. Ce sera l'épisode numéro 67, je crois, pour les personnes qui nous écoutent, où je raconte mon histoire avec la contraception. Et donc, du coup, comment je n'ai plus mes règles
et comment elles sont revenues justement. Alors, c'était plus pour une question de TCA, donc trouble du comportement alimentaire au final, mais je l'ai compris bien plus tard que ça. Mais pendant très longtemps, j'ai eu la même réaction que toi en disant, pouf, j'ai pas mes règles, mais tant mieux, je suis tranquille, je fais mon sport quand je veux, j'ai pas besoin, voilà, j'ai pas de douleur ni rien, et le côté, ben, je suis encore plus productive en fait au final. Donc beaucoup plus dans le yang. Jusqu'au jour où, et je pense que c'est pas un jour brutal, ça a été progressif, mais une vraie prise de conscience où je me suis dit, déjà, parce que je pense que je me suis beaucoup rapprochée du coup de la santé naturelle, la naturopathie, etc., en me disant, mais si j'ai pas mes règles, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche en moi. Donc, il y a déjà ce côté-là à me dire, mais c'est pas normal, malgré tout ce que les personnes pouvaient me dire, les gynécologues, etc., qui me disaient, bah, tant que vous voulez pas d'enfant, c'est pas grave, en gros. Non, au bout d'un moment, je me suis dit, mais si j'ai pas mes règles, c'est un truc qui va pas, quoi. C'est qu'il y a quelque chose dans moi qui ne fonctionne pas bien. Clairement. Et cette envie aussi de me dire, mais je me sentais pas féminine. J'ai pas mes règles, c'est que derrière, il y a un côté de ma féminité qui était plus là, en fait. Et à partir du moment où j'ai vraiment ancré ça en moi, je me suis dit, mes règles, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Et bien, bizarrement, elles sont revenues après des années d'aménorrhée. Et donc, je pense que cette reconnexion plutôt à l'énergie yin et être beaucoup moins dans le yang a fait partie des facteurs, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, c'est multifactoriel, qui ont participé au retour de mon cycle. Et donc, je vais me permettre de partager ça parce que beaucoup de femmes qui sont en aménorrhée aussi secondaire, mais plutôt ce qu'on appelle aménorrhée hypothalamique, donc suite à des TCA par exemple, etc. Donc, je ne parle pas des personnes qui sont sous contraception hormonale. Elles se disent, mais je ne comprends pas, j'ai arrêté le sport, j'ai repris des kilos, je mange mieux, mais elles ne sont toujours pas là, mes règles, comment ça se fait? Parce que souvent, il y a cette partie un peu plus énergétique peut-être, et cette reconnexion qui n'est pas là et qui est beaucoup moins palpable, effectivement, que de diminuer son heure de sport, que de manger plus de gras, etc. Mais cette reconnexion-là, elle n'est pas là, elle n'est pas présente et le cerveau ne lâche pas, en fait. Et il faut savoir que c'est quand même le cerveau, au départ, qui engendre la cascade hormonale. Donc, si le cerveau n'est pas connecté, quand je parle du cerveau, plutôt un lâcher-prise, hein, c'est pas dans le cerveau en mode fer, hein. Oui, Et oui. si le cerveau n'a pas compris qu'il y a un lâcher-prise, il y a un rééquilibrage des énergies, il n'y aura pas la cascade hormonale derrière. Donc, je trouvais ça intéressant de refaire le lien entre le yin et le yang, justement, Et par oui. rapport à cet épisode-là. Mm. Mm. Bon, bah, écoute, on arrive à la fin de l'épisode, hein. Ça fait déjà une belle heure et demie qu'on est ensemble. J'aurais encore plein d'autres questions, mais ça risque de faire long. Du coup, j'ai deux petites questions à te poser. La première, c'est si tu avais 3 conseils ou 3 petits secrets que tu gardes bien cachés en toi à partager à nos auditrices, que ce soit en lien avec ta propre expérience ou pas d'ailleurs, quels seraient-ils? Alors, bien caché, non. Parce que vraiment, moi, je suis cette personne qui a tendance à partager beaucoup. Dès que je découvre un truc, je le dis. Enfin, tous mes amis entendent parler de j'ai découvert ci, j'ai découvert ça, etc. Donc, j'ai pas, enfin, en tout cas, là, il n'y a rien qui me vient qui soit un secret. Mais du coup, euh, des outils ou des astuces euh, que moi, j'essaye d'appliquer pour le coup, ça sera de ma propre expérience. Euh, le truc que j'essaye vraiment de me rappeler comme un mantra chaque jour, c'est que la vie a plus d'imagination que nous. Et que quoi que notre petit mental pense ou croit savoir et maîtriser, eh bien, il y a beaucoup de chances qu'il soit à côté de la plaque. Donc, pour quelqu'un de très mentalisé, très intellectualisé, comme moi, par exemple, c'est quelque chose euh, ou qui est facilement des émotions face à ce qui se passe ou de la réactivité, etc. C'est vrai que maintenant, j'essaye de plus en plus ces dernières années, parce que la vie me l'a prouvé aussi, donc je suis quand même obligée de me rendre à l'évidence, mais que ce qui se passe n'est pas contre moi, tu vois. Et j'en parlais hier d'ailleurs avec mon compagnon, j'arrive quand même à me dire maintenant si je prends ces dernières années, des choses qui m'ont pas plu quand c'est arrivé, pas plu, ça peut être un euphémisme à certains moments, finalement aujourd'hui je serais bien incapable de les voir à 100% négatives en fait. Et je me dis que quoi qu'il se passe, je lisais un truc encore ce matin, tu vois, ça tombe hyper bien, une citation, je sais plus, c'est Marie Forleo, je crois qu'il l'a posté, et je l'ai envoyé à une de mes amies, on échangeait là-dessus. Euh,
une rejection, alors c'est en anglais, hein, mais un rejet de la vie, c'est souvent une protection divine. Alors, on peut remplacer Dieu par l'univers ou peu importe, mais ça sonne mieux en anglais, hein. Life's rejection is often God's protection. Et pour moi, ça se met ensemble. C'est ma vision des choses, ce qui ne m'empêche pas d'être frustrée, de subir aussi au quotidien, vraiment comme tout le monde. Mais je trouve que j'ai ce conseil-là, cet outil-là, de toujours me rappeler que la vie ne nous lâche pas. Il y a une raison, parce que c'est ma spiritualité aussi. Pour moi, il y a des raisons dans ce qui se passe. Les choses n'arrivent pas par hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, etc. Donc, c'est vrai que ça m'aide au quotidien. Ça, c'est la chose qui m'aide le plus à relativiser quand des choses compliquées arrivent. C'est toujours dans ces situations-là. Quand c'est plus facile, on a moins besoin d'outils. C'est toujours se rappeler ça. Que la vision qu'on a des choses à l'instant T, le petit mental qui mouline, etc., ça n'est qu'une vision extrêmement limitée. Comme si on avait vraiment la moitié de la main qui couvrait les yeux et on voit un tout petit peu et on croit tout savoir, quoi. Donc ça, c'est une première chose qui est importante pour moi dans ma vie. Après, évidemment, le human design, hein, c'est mon outil, pour ça, c'est pas un secret. On y revient, mais en même temps, voilà, moi, je fais qu'un avec ce système. Je l'ai devant les yeux quand je parle avec les gens, je l'ai devant les yeux quand j'interagis, quand je vis, en fait, quand je m'observe. C'est ma grille de lecture du monde. Alors, c'est une grille, hein, évidemment, il y en a plein d'autres. Moi, c'est vraiment celle qui a tout fait cliquer. Donc, je conseille à tout le monde de s'y pencher, sans nécessairement, comme je l'ai dit, devenir un expert, hein, pas du tout, mais voir un peu voilà, comment les éléments résonnent pour soi. Après, ça peut être d'autres outils pour mieux se retrouver, la psychothérapie, peu importe. Mais voilà, passer du temps à s'observer, comme on a pu en parler toutes les deux, pour moins vivre en réaction et pour moins être dans l'ignorance de ce qui se trame en nous et dans nos liens aux autres. Voilà. Donc, que ce soit le design ou autre chose, moi je dis le design pour un peu la symbolique parce qu'on parle ensemble, mais quels sont ces outils qui résonnent en soi, qui nous permettent de plus s'observer. Et l'autre outil, à nouveau, pas du tout un secret, moi, c'est le rire. Le rire, c'est ma vie. C'est la chose qui est toujours accessible, même quand il fait vraiment noir. C'est ma drogue, hein, vraiment, j'en ai besoin. Beaucoup de mes rapports humains sont basés là-dessus. C'est ce qui me permet de relativiser le plus vite possible quand j'ai tendance, comme je le fais, à tout prendre au sérieux, à me prendre au sérieux, à avoir des bonnes colères, des bonnes choses voilà, qui montent. Et j'ai une de mes très bonnes amies d'ailleurs qui me dit que parfois en regardant certains films avec moi à côté, elle rit juste parce que je ris. Et ça, c'est vraiment une des plus belles choses qu'on puisse me dire. Parce que moi, j'aime avoir voilà, ce rire communicatif, faire l'idiote, qu'on me fasse rire, faire rire. C'est la plus belle chose au monde parce que ça permet de mettre de la lumière dans toutes les situations. Et même quand on va très bien, d'aller vraiment trouver des choses. Moi, j'adore que mon compagnon se moque de moi quand je pars dans mes trucs, comme je disais, quand je me prends au sérieux et quand je vois les autres me refaire, etc. C'est les trucs les plus drôles du monde. Ça permet de faire retomber beaucoup de situations et beaucoup de choses et de changer la dynamique, en fait. Et c'est vrai que le rire, c'est un sacré médicament naturel. Ouais. D'ailleurs, il y a le yoga du rire qui existe. Je ne sais pas si tu connais ou si J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas pratiqué. Ouais. Alors, c'est pas pour les personnes qui nous écoutent, c'est pas le yoga avec des postures particulières. Par contre, en gros, c'est basé sur le rire, forcément, mais le rire à la base qui est ce qu'on peut penser superficiel, faux. C'est-à-dire, c'est pas un rire spontané. Par contre, forcément, quand on commence à rigoler, même si au départ, c'est non spontané, le rire naturel arrive au fur et à mesure. Et il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre, en gros, un rire qui n'est pas naturel et un rire qui est naturel. Donc, les effets derrière sur le corps vont être les mêmes. Donc, c'est là où c'est intéressant pour des personnes qui ont tendance à avoir peut-être une vie un peu plus morose, trop sérieuse, qui ne baignent pas forcément comme toi dans un univers où on a un compagnon qui peut nous faire rire, etc. Ça peut être une solution, une petite bouffée justement d'endorphine que de s'offrir des séances de yoga du rire, puisque derrière, les effets sont vraiment très bénéfiques et aussi bénéfiques que si c'était un rire spontané et naturel. Donc voilà. Est-ce que tu aurais des petites ressources à nous partager, des lectures, des vidéos, des podcasts, peu importe, des petits coups de cœur à nous conseiller, à moi et à mes auditrices?
Ah, voilà, plein, plein, plein. J'adore lire, j'adore écouter des podcasts. Bon, je regarde des vidéos aussi, mais c'est vrai que bon, les livres et les podcasts, j'en conseille d'ailleurs super souvent sur Instagram. D'accord. J'ai compté hier, j'ai 14 bouquins dans ma pile de table de chevet, qui sont des bouquins en cours ou Ouais. à démarrer. Ah, je suis C'est pareil, mais gros. des fois, c'est compliqué de s'y retrouver, de jongler entre les choses, mais j'arrive pas à ne Ah ouais. commencer qu'un livre, moi. J'ai Ah, du mais moi mal. non plus. Mais moi non plus. Ça, c'est pas possible. Et alors, si je dois donner vraiment des coups de cœur, voilà, si je dois choisir des bouquins, alors un qui est là parce qu'il est assez présent dans mon esprit, parce que je suis en train de le lire encore en ce moment, Le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Mhm. Tolle, Mhm. qui est un classique, mais moi je suis dessus depuis 7 ans quand même, avec des pauses, hein, bien évidemment. Parce qu'en temps normal, je dévore les bouquins, donc c'est énorme pour moi de passer des années. Je l'ai repris cet été. Et c'est en fait seulement maintenant, cet été, tu vois que ça clique vraiment. Alors, ça aurait peut-être cliqué l'année dernière, mais bon, la vie a fait que je ne l'ai pas pris. Donc, bon, bah voilà. Et quand je l'ai commencé, je crois que je l'ai acheté il y a 7 ans, vraiment, il était complètement inaccessible ce bouquin. Je le lisais un peu parce que tout le monde le citait, tu vois, mais en vérité, j'y arrivais pas. Donc, je lâchais, c'était hyper obscur et tout ça. Et ça m'a surprise cet été. Je l'ai repris chez une amie qui l'avait chez elle. Je me disais, tiens, bah, j'ai rien à lire, je vais prendre ça. Et puis, en rentrant chez moi, j'ai repris donc mon exemplaire. Et c'était mais incroyable. Une limpidité. Alors, il y a des passages un petit peu ardu et tout, mais d'une limpidité. Parce que j'étais là, je vais remettre encore une fois, ça va être l'enfer. Je vais à nouveau me forcer, je vais le lâcher et tout. Et en fait, pas du tout. Donc, je le dévore pas tous les jours parce que malheureusement, je ne lis pas suffisamment, malgré les 14 bouquins que j'ai et l'addiction aux bouquins que j'ai depuis l'enfance. Mais à cause du téléphone, à cause de la vie, à cause de Netflix, à cause de tout ça, je lis beaucoup moins que ce que j'aimerais. Mais voilà, donc ce bouquin, c'est une référence. Après, voilà, à nouveau, pas d'injonction. C'est pas parce que c'est une référence dans le milieu du développement personnel, etc., que ça doit absolument cliquer. J'ai eu d'ailleurs des échanges sur Insta quand j'ai reposté cet été et que je l'avais repris. Et plein, plein, plein de gens qui m'ont dit, ah là là, mais c'est incroyable, moi aussi, ça a cliqué après. Ou alors, mais non, je peux pas, vraiment, je vais essayer de m'y remettre et tout ça. Donc, il est particulier. Donc, voilà, ce bouquin est hyper intéressant. Et un autre, alors là, celui-là, je peux pas ne pas le donner. Indompté de Glennon Doyle. Alors là, ce bouquin, c'est un chef-d'œuvre de pureté, d'authenticité, d'écoute de soi, justement, d'alignement sur sa vérité. Euh, Glennon Doyle, c'est une activiste, une auteure, conférencière américaine euh, et qui parle de sa vie, hein, qui raconte sa vie, l'évolution notamment de sa vie de femme, l'écoute qu'elle ne s'est pas donnée à certains moments, le mariage dans lequel elle s'est un peu perdue, les addictions qu'elle a eues, etc. C'est une femme, une mère. Et puis, elle a refait sa vie, elle s'est écoutée, elle a refait sa vie avec une femme. Et elle parle beaucoup des injonctions sur les humains, sur les femmes en général, comment elle éduque ses enfants, comment elle accompagne ses enfants plutôt. C'est un bouquin, c'est un shoot d'authenticité, de vérité. Je l'ai offert, j'en ai parlé sur Insta aussi, beaucoup de gens l'ont acheté, me taguent, etc. J'adore. C'est vraiment Il est génial, le bouquin. Donc, Je ne le Indompté. connaissais pas. Il va se rajouter à ma pile. Ah bah alors, il faut qu'il rejoigne ta pile. Et d'autres D'accord. conseils lecture, voilà. Moi, j'ai une story, si ça t'intéresse, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent, Ok. j'ai une story à la une d'ailleurs sur mon Insta parce que vraiment, c'est trop dur pour moi de conseiller deux bouquins, un bouquin. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de conseils lecture, j'en parle souvent sur Insta et j'ai fait une story. Et Ok. en podcast, puisque j'en ai toujours dans les oreilles, et j'adore ça. En français, alors j'en écoute pas énormément en français, mais du coup, là, c'est plus facile pour moi de faire le tri. J'adore le podcast Vlan de V- Grégory Pouy. Blanc? Et notamment, là, je pense, Blanc. Ouais, Blanc. Blanc? Ah, blanc comme la couleur. Vlan. Ah, blanc, non, blanc, Non, pardon. Vlan comme la porte qui se ferme, Ah là, oui, Vlan. d'accord. En voix valsée. Ouais, ouais. Vlan. Ouais, d'accord. Euh, et notamment un épisode, j'en ai écouté vraiment plein, 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 mais un épisode qui m'a énormément marqué avec Frédéric Lopez, tu sais, de Rendez-vous en terre inconnue, que Oui, j'adore. Et cet épisode est juste magique. d'accord. Donc Blanc, j'adore. Et Bliss Stories aussi, j'ai pas d'enfants, mais j'écoute beaucoup de podcasts autour de la maternité, etc. Et Bliss Stories, c'est des récits de naissance. Et notamment un épisode que j'ai réécouté là cet été, que j'avais adoré quand il était sorti, avec l'actrice Carole Rocher.
D'accord. qui est juste incroyable. Ça m'a marqué cet épisode. Alors, j'adore Bliss. Je les écoute pas tous, mais celui-là, il est juste incroyable. Dans notamment sa façon dont elle parle de comment elle accompagne ses enfants. C'est quelque chose auquel je suis très, très sensible. Voilà, mais j'en ai plein d'autres. Mais ces deux-là sont très sympas. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je prends note et j'aime bien renchérir ma liste de livres et de podcasts. Je suis aussi fan de podcasts et toutes les personnes aussi qui nous écoutent sont le même élan. Donc, je pense que ça va bien servir. En tout cas, je te remercie vraiment énormément d'avoir passé tout ce temps en ma compagnie, d'avoir pris le temps de partager ta passion, ton histoire, ta passion pour le human design. Et bon, je t'avais invité, donc je savais que ça allait prendre cette tournure-là, mais c'est vrai qu'au départ, moi, je voyais vraiment l'human design comme un outil plus de business et de productivité. Et à présent, je le vois vraiment plus comme une manière finalement de se libérer, de se libérer des injonctions, tout en trouvant en fait un alignement, en comprenant comment on fonctionne pour pouvoir justement aboutir à un meilleur alignement de qui l'on est, de ce que l'on veut en lien avec notre justement, fonctionnement profond et nature profonde. Et donc forcément, pour moi, ça fait partie des outils qui nous permettent d'aller vers la pleine santé, puisque la santé, c'est pas que du physique, loin de là. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci à toi. Ces questions, comme je te le disais en off, c'est des questions assez inhabituelles pour moi, donc c'était très très intéressant d'échanger avec toi là-dessus. Même la façon dont on a parlé du design, c'est toujours différent à chaque fois que je change d'interlocuteur mais voilà, il y avait plein d'autres questions autour et qui m'ont permis moi de me faire réfléchir et de me poser sur des choses, donc ça a semé des graines hyper intéressantes. Donc merci beaucoup pour l'invitation, pour le temps, pour l'espace. Je t'en prie, j'espère que ça a semé des graines aussi chez les personnes qui nous écoutent. Oui, et du coup, pour celles qui nous écoutent et qui ont apprécié, découvert le human design et ont apprécié ta voix, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver principalement? Alors moi, principalement sur mon site internet, melissasimoneau.com et sur Instagram. Alors là, j'ai un peu arrêté de poster ces derniers temps, mais quand on arrive sur ma page, il y a énormément de contenu déjà, que ce soit dans le fil ou dans les contenus à la une, tu sais, les dossiers, etc. Donc, il y a de quoi faire quand on arrive sur ma page. Et puis voilà, c'est là-dessus qu'on peut vraiment me retrouver. C'est là où on peut trouver mes accompagnements, la reprise des séances. Là, au moment où on se parle, je n'ai pas encore réouvert mon calendrier, justement, de par cet été mouvementé. Je n'ai pas encore réouvert mon calendrier, mais ça ne saurait tarder. Donc, toutes les informations sur ce que je propose, etc., se trouvent là-dessus. C'est là qu'on peut échanger en DM, je fais des séances questions-réponses de temps en temps sur Instagram. Voilà. Donc c'est là-dessus. Ok, bah écoute, je mettrai tous les liens dans la barre d'infos et dans l'article qui sera lié à cet épisode. Bah écoute, je te souhaite une très belle continuation et prends bien soin de toi. À bientôt. Merci, toi aussi. Salut. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de ce long épisode. J'espère que mon échange avec Mélissa aura éveillé certaines prises de conscience en toi, semé quelques graines, notamment sur ta connaissance ou méconnaissance de qui tu es et ce à quoi tu aspires vraiment d'être et vivre. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Mélissa. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées à l'écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Et si le sujet du jour t'a plu, je t'invite 1. à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. à rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu retrouveras sur mon site internet. Et 3. à le partager à une amie via les SMS, le mail, WhatsApp ou encore juste à ta voix,
puis à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @AlexandraPortailNaturo et en mentionnant le compte de Mélissa @MélissaSimoneau pour que nous puissions te repartager et te remercier en retour. Ça fait beaucoup de choses à faire, je sais, mais c'est ce qui permet de soutenir le podcast. Alors merci beaucoup. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!